Hello à tous, c'est SoloDev et nous sommes dans le troisième épisode sur cette chaîne. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de tous les plus grands défis que j'ai traversés en tant que développeur. Et je vous assure, c'est pas de la tarte. Pour résumer un petit peu comment je vois la chose au global, j'ai l'impression que j'ai traversé une sorte de service militaire du développeur informatique, étalé sur plusieurs années, où la douleur a parfois été mon quotidien, mais j'ai envie de vous dire, c'est une douleur positive. Il y a deux types de douleurs dans la vie. Il y a la douleur qui mène à rien, et il y a la douleur qui vous fait grandir, qui vous fait apprendre. Et donc, c'est pour ça que je veux partager avec vous. C'est pas pour vous effrayer et vous dire ne venez pas dans le développement informatique, n'essayez pas de devenir ingénieur informatique. Moi, pour rappel, j'ai quand même une quinzaine d'années d'expérience, mais c'est pas une expérience lisse. C'est pas ouais, j'ai été dans telle boîte. Après, non, j'ai eu des missions compliquées, j'ai eu des échecs, j'ai eu des tas de trucs. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser, peut-être pas d'un point de vue anecdote pure et vous raconter dans le détail, mais plutôt vous raconter de manière conceptuelle les épreuves que j'ai traversées et vous dire ce qui a été le plus dur finalement après tout ce temps et la mémoire me permettant de faire un tri sélectif entre ce qui est vraiment important ou pas. Alors déjà, la première difficulté, c'était avant même que je rentre dans le circuit, dans cette profession, c'est que personne croyait en moi. Et ça a été difficile, je l'ai pris comme un affront terrible, parce que la première personne, je vais vous le dire, c'est mon père. Mon père n'y croyait pas. Quand je lui ai annoncé ça à table, vous savez, on était là comme tous les soirs à table, avec en fond le journal télévisé qui couvre nos discussions. Et j'annonce à mon père que je vais quitter la région pour aller faire une formation informatique à Paris, ville que je ne connaissais pas et qui était quand même à 3 heures de train de chez moi. Donc pas évident comme ça, comme projet, mais à la limite, avec le recul, je me dis qu'il n'était pas si fou le projet. Mais par contre, mon père m'a rejeté en bloc, m'a dit non, mais c'est pas pour toi, tu te trompes. Enfin, ça c'est... Voilà. Bon, après, je sais pas s'il l'a fait pour mon bien, pour me renforcer, pour me donner la patate, j'en sais rien. Je peux pas vous dire ce qui est passé par la tête de mon père, mais sans doute, je pense que la vérité, c'est qu'il ne se rendait pas compte que c'était la chose que je voulais faire à tout prix à l'époque. Vraiment, quand je lui ai annoncé ça, c'était le truc que je désirais le plus au monde, parce que pour une fois dans ma vie, j'avais envie de quelque chose. Ça m'était jamais arrivé. J'avais 30 ans, et tout ce que j'avais fait auparavant n'était que plaire aux autres, en fait. Plaire aux autres et essayer de trouver quelque chose à faire pour ne pas m'ennuyer, et puis surtout pour répondre à la problématique. Par exemple, après le bac, on te dit, il faut bien que soit tu vas bosser, soit tu... Donc en fait, dans la précipitation après le bac, j'avais tenté de faire 2 IUT, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai tenté de faire 2 IUT différents, mais j'ai pas voulu les obtenir. Il y en a un, je me suis fait virer au bout de la première année, et dans le deuxième DUT, c'est moi qui ai abandonné au bout de la première année. Et de toute façon, j'aurais dû redoubler, parce que j'avais foiré mon rapport de stage. L'année s'était bien déroulée, mais le stage, il m'avait pas plu. Et donc après ces 2 échecs-là, je comprends que mon père soit un peu échaudé. Mais il n'avait pas parvenu à comprendre que justement, c'était l'informatique que j'avais recherché dans les 2 premiers DUT que j'avais voulu faire, mais que je n'avais pas pu vraiment trouver. Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc, j'avais eu peur de postuler sur le vrai DUT informatique. Parce que j'avais peur. Et donc j'avais postulé sur des DUT qui contenaient un peu de l'informatique. Pour le premier, c'était Services et réseaux de communication, SRC, qui contient un petit peu ça contenait un peu d'HTML, de programmation HTML. Donc pas de quoi devenir un vrai bonhomme en informatique, mais il y avait trop de cours qui m'intéressaient pas dans le DUT. C'est pour ça que je l'ai foiré. Et après, j'ai voulu faire information communication. Et donc dans information communication, tu as 2 options. Tu as soit publicité, mais bon, c'était pas trop mon truc. J'ai pris la deuxième option qui était documentation d'entreprise. Sauf que erreur, une fois arrivé au stage et une fois projeté dans le, comment dirais-je, dans le quotidien de ce qu'aurait pu être mon métier si j'avais été au bout de cette voie, je me suis aperçu que ça ne me plaisait pas du tout, mais vraiment pas. Et donc là, j'étais après 2 échecs comme ça, et après j'avais plus qu'à bosser. Et c'est ce que j'ai fait justement après pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il y a 30 ans, je me réveille et je me dis, mais bon sang, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça. Mais j'avais jamais osé le faire, etc. Mais c'est à la lecture d'un livre sur l'algorithmie que j'ai pris confiance en moi et je me suis dit mais en fait je suis en train de comprendre ce qui est écrit dans ce livre et ça n'a pas l'air d'être du chinois, ça a l'air relativement compréhensible. Alors évidemment je maîtrisais pas tout à la première lecture d'un livre des éditions Duno sur l'algorithmique, mais ma foi ça m'a donné la petite étincelle. Mais il n'y a pas que ça, il y a eu 2 éléments. Le premier truc, c'est que un jour
on m'a pris pour travailler dans un collège. Donc c'était un contrat aidé avec une vingtaine d'heures par semaine. Mais ce qui m'a assez sidéré, c'est qu'on me prenne moi pour ce poste, alors que j'avais aucune compétence. C'est assez incompréhensible, mais en fait, j'ai été postulé et le directeur du collège a été convaincu par ma prestation et sans doute qu'il y avait personne d'autre, je pense, qui postulait et c'était pour s'occuper des ordinateurs du collège. Et moi, j'avais jamais eu aucun, aucune expérience professionnelle vraiment en rapport avec mes passions. Moi, d'habitude, quand je prenais un job, c'était alimentaire, j'ai envie de te dire. Tu vois, j'avais travaillé dans les travaux publics, j'avais travaillé dans les usines, usines de bois, usines de plasturgie, etc. Mon père travaillait dans une usine, donc il me faisait rentrer aussi. Donc, enfin, bref. Mais là, pour la première fois de mon existence, toi, c'était quelques années avant que une année où c'était pour vous dire, c'était une année avant que je prenne la décision de reprendre mes études pour devenir programmeur. Et donc, ça a duré 6 mois. Et ces 6 mois-là m'ont montré que déjà, ben, j'avais un petit niveau correct, parce que j'ai réussi à m'en sortir, sans diplôme, sans rien, juste avec mes maigres connaissances de l'informatique. Parce que moi, j'étais un complet autodidacte, c'est-à-dire que je bricolais un peu mon ordinateur Windows, je connaissais à peine Linux, j'étais vraiment une grosse brêle. Mais, vous savez, dans la vie, des fois, pour certains postes, il suffit d'avoir un mince filet de connaissances. Et ça suffit à faire le job. Et bien là, typiquement, on était dans ce cas de figure. Là où ça ne pourra pas toujours arriver. Par exemple, si tu n'as jamais fait de programmation de ta vie et que tu postules pour aller chez Google en tant que développeur, euh, les chances sont de moins 1000%, là, si tu veux. Mais là, non seulement j'avais peu de chances d'être pris, c'était assez unbelievable que je sois pris pour être aide technicien, parce qu'en fait le vrai responsable technique c'était un prof de maths, mais évidemment que lui il avait peu le temps de faire des choses, et en vérité c'est moi qui faisais tout en fait. Lui il était là pour me guider, me donner des astuces presque. Donc j'étais censé être l'aide technique de ce prof de maths qui lui de toute façon était prof, donc n'avait pas beaucoup de temps. Mais déjà, il y avait peu de chances que je rentre, mais ça a été validé, je pense, par un coup de chance. J'étais là au bon moment. Et ça a changé ma vision des choses, parce que ça m'a donné confiance en moi. Un truc que j'avais jamais eu, en fait. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast. C'est pour tous les gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est une terrible chose de ne pas avoir confiance en soi. Et ça arrive parce que justement, vous êtes tombé dans un contexte où, si vous voulez faire un métier qui est assez différent de celui de vos parents, et que mais que vous avez aucun moyen de valider votre projet, vous dire je suis dans la bonne voie. Des fois, vous n'allez même pas vous lancer en fait. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé jusqu'à. Donc, on peut dire que ce qui a changé mon existence, c'est pas ce livre d'algorithmie, c'est ce poste-là dans un collège qui, certes, n'a pas cassé des briques en termes techniques, qui, certes, n'a pas été d'une réussite implacable, parce qu'au bout de 6 mois, je pense que si je sais pas pourquoi ça s'est arrêté, mais je crois que c'était à cause que c'était un contrat aidé et que ça avait rien à voir avec mes compétences. Ça, c'est des contrats, tu sais qu'il y a que 6 mois, tu les fais, ça te fait une expérience, mais tu sais qu'il y aura pas d'embauche à la fin, quoi. Et ça, j'étais OK avec ça. Et en plus, moi, travailler dans les collèges, voilà, je trouvais les collégiens assez cons. Je vais vous dire franchement, les collégiens, ils passaient leur temps à m'insulter, ils savaient pas pourquoi, ils me détestaient, ils savaient pas pourquoi. Parce qu'en fait, ils aiment insulter tout le En fait, ils sont très mal éduqués à notre époque et c'est l'enfer de travailler dans un collège en tant que sous-fifre comme ça. Parce que j'avais aucun respect. Je pouvais pas donner d'heures de colle, je pouvais rien faire. Et donc, en fait, ils en profitaient, les élèves. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, oh là là, heureusement que je pars, parce que c'est pas du tout dans un truc comme ça que je vais faire carrière. Et de toute façon, c'était pas le but. Évidemment que quand tu es prof ou que tu es vraiment inséré dans un collège, tu arriveras plus à te faire respecter des élèves. Mais quand tu es juste comme ça, un contrat aidé et que tu es là, en fait, tout le monde s'en fout de toi, les profs, tout le monde s'en fout de toi. Et puis moi, tu sais, j'étais pas du genre à les cafeter et dire ouais, un tel, tu vois. En plus, tu sais même pas qui c'est, tu sais, tu vas te faire insulter dans la cour où je parle, où des gens, ou des collégiens, ils vont se foutre de toi, tu sauras même pas qui c'est, machin. Et puis t'as pas envie de faire d'embrouille. Toi, t'es là, t'as envie de faire ton expérience. Donc j'ai fait le dos rond. J'ai fait mon expérience de 6 mois en me disant ma foi, tant pis, ça s'est pas toujours bien passé, mais bon, c'est un juste retour de la vie parce que moi j'avais été dans ce collège-là. J'étais collégien à mon époque et à l'époque j'avais foutu un peu le bordel. Donc je pense que c'était un retour de karma. Je dis ok, j'ai foutu le bordel dans le collège. Bon maintenant j'ai eu une mission assez rude dans ce collège. Mais le point important c'est que à la sortie de ça j'étais plus le même en fait. J'étais littéralement transformé. Je me suis dit, mais bon Dieu, en fait, t'es en train de gâcher ton existence, mon petit père.
tu es en train de faire des trucs à la con, d'être à droite, à gauche, dans des postes. Un coup, j'étais contrôleur cuir, canapé, un autre coup, j'étais. En fait, ça n'avait ni queue ni tête. Je faisais vraiment. Alors, c'est sûr, il y avait des bonnes payes parfois. Et puis, moi, j'aimais bien, hein, parce que ça m'a fait rencontrer du monde. En fait, c'était une période de ma vie que j'ai bien aimée parce que j'ai pu vraiment découvrir un peu la vie, le monde, aller à droite, à gauche. Et je trouve que c'est intéressant dans une vie de pouvoir se donner un peu du temps pour tester plusieurs choses. Mais là, j'ai eu un réveil. Je me suis dit, il est temps que tu te réveilles, quoi. Il est temps que tu te réveilles. Et donc, c'est pour ça que, c'est pour vous expliquer que comme mon père m'a pas donné son apport, j'en avais plus rien à foutre parce que j'avais. Et en fait, je pense que lui, il a voulu voir si justement ça venait de l'intérieur de moi et que je voulais pas m'appuyer sur lui. Parce qu'en fait, si tu as besoin de t'appuyer sur quelqu'un pour faire quelque chose, par exemple, si tu as besoin de t'appuyer sur la validation de ton père ou d'un ami ou de ta copine ou n'importe quoi pour te lancer dans un énorme projet de carrière, c'est que c'est pas pour toi. En fait, là, je pense qu'il a fait ça, mon père, de vouloir me décourager parce que il voulait voir si c'était vraiment un choix de l'intérieur. Parce qu'il n'y a que ces choix-là qui peuvent être menés de bout en bout. Et là, j'étais justement dans ce choix de l'intérieur. Mais là, donc je peux pardonner à mon père, mais là où j'ai trouvé la chose plus grave, c'est quand mon conseiller de Pôle emploi m'a déconseillé de faire ça. Et ça a été... heureusement qu'il n'a pas mis son blocus, mais il m'a reçu pareil. Je pense qu'il voulait vraiment tester ma motivation. Il voulait voir... Pareil, en fait, maintenant, avec le recul, je comprends. Le Pôle emploi, ce mec-là avait l'air d'être expérimenté. Ça avait pas l'air d'être l'agent de base. Ça avait l'air d'être un mec qui avait un peu d'influence dans le Pôle emploi et qui avait... parce qu'à l'époque, c'était même pas Pôle emploi. Je sais même pas si à l'époque, c'était pas NPE. Je sais plus. Est-ce que le Pôle emploi, c'était déjà là en 2007? Je sais pas. Mais en 2007-2008, quand je vais voir mon conseiller, déjà, il me dit, ouais, il n'y a pas de débouché. Et il m'a parlé sèchement de l'air de... Tu sais, en fait, c'était vraiment une tentative de déstabilisation pour voir si j'allais un peu changer mon fusil d'épaule en disant ah mais de toute façon je prends autre chose. Enfin, en fait, face à la pression, c'est là qu'on voit la vraie personnalité de quelqu'un. Et je pense qu'il a voulu me mettre sous pression pour voir s'il allait transparaître quelque chose en moi qui aurait pu être du doute en fait. Et il a vu qu'il n'y avait aucun doute en moi en fait. Parce que ça impliquait quand même que j'aille faire parce qu'en fait c'est le Pôle emploi qui allait pouvoir m'offrir la possibilité d'aller à l'AFPA. Donc le Pôle emploi, il fallait qu'il valide mon projet. Mais pas seulement, il fallait que je passe des tests, mais on va en parler juste après. Mais cette difficulté du Pôle emploi n'en est pas une, ni celle de mon père. C'est pour vous raconter que c'était douloureux sur l'instant, mais ça ne m'a pas empêché. Voilà, en fait, c'était assez douloureux de se sentir incompris, non poussé dans le dos, mais comme ma détermination était sans faille, ça ne m'aurait jamais empêché d'avancer. Mais c'était quand même douloureux de le ressentir. Et donc, ce qui a un petit peu remis du peps dans mon parcours, c'est qu'après, on m'a envoyé au centre AFPA régional de ma région, qui était là pour déjà faire un entretien avec moi, déjà avec une conseillère. Et il se trouve qu'elle était super géniale. Donc là, vraiment, ça a été... Enfin, super génial. Je vais vous expliquer un truc, c'est qu'elle a fait exprès de m'envoyer à Paris, alors qu'à 60 km de chez moi, il y avait un centre AFPA. Mais pareil, je pense qu'elle a voulu voir si j'étais motivé. Parce que si j'avais pleurniché pour avoir celui qui était à côté de chez moi, ça aurait été... voilà. Mais elle m'a dit, de toute façon, à Paris, c'est là que vous allez trouver les meilleurs machins, les meilleures offres d'emploi, le meilleur débouché possible une fois le stage réalisé de formation. Ce en quoi elle avait vraiment pas tort, mais c'était quand même assez dur pour moi de partir à Paris parce que, en fait, si j'avais été à côté de chez moi, la formation aurait été beaucoup plus simple. Je serais parti de chez mes parents et je pense que toutes les semaines j'aurais pu revenir. Que là, à Paris, vu le bordel que c'était de sortir de Paris, de prendre sa voiture, avec tous les radars qu'il y avait, en fait, faire Paris jusqu'à chez moi, à chaque fois je me faisais flasher de toute façon parce qu'il y a trop de radars et au bout d'un moment tu t'en prends un de toute façon. Donc à chaque fois je me prenais les radars. Sortir de Paris un vendredi soir, je vous souhaite bon courage pour aller revenir en province. Donc après tu avais le train, mais le train c'est galère aussi quoi, c'est faisable, mais après c'était toute une... Tu vois, quand tu as ta caisse, tu préfères prendre ta caisse, tu vois. Donc ça m'a fait beaucoup plus galérer ce choix qu'elle m'a donné, mais on va en venir après. Enfin, c'est pas le sujet que j'ai envie de vous dire. Le sujet qui est intéressant, c'est que déjà, premièrement, elle m'a validé dans mon projet. Deuxièmement, elle avait l'air sympa et tout ça, et surtout de ne pas raconter de conneries, et puis de me donner les armes et les outils nécessaires, et puis de se sentir appuyé par une femme qui était déjà jolie,
En fait, c'était une femme qui donnait une énergie positive, en fait. Et ça fait du bien. On se sent, en fait, quand on ressort d'un entretien comme celui-là, même si elle m'avait dit, il faut que tu ailles à New York faire ton AFPA, j'y serais allé, quoi. C'est en fait, ça aurait été un mec un peu austère, qui m'aurait parlé méchant, qui m'aurait dit ouais, va à Paris. Bah, ça se trouve, ça aurait gâché ma vie parce que j'aurais pas voulu y aller. Je ferais oh, fous-toi de ma gueule, il y a un centre à 60 bornes de chez moi, connard. Voilà ce que j'aurais dit. Mais là, voilà, c'était une meuf sympa, tranquillus. Tu vois, elle m'a validé. En plus, elle avait une manière d'expliquer les choses, tout ça. En fait, elle m'a rempli de confiance, en fait. Chose que aucun interlocuteur m'avait donnée jusqu'auparavant. Fort de cette confiance-là, alors je crois que j'avais fait les tests avant parce que ça me semble plus logique. Je ne sais pas si les tests ont été faits avant, mais je pense que oui. Donc il y a quand même des tests, mais de mon souvenir, c'est pas infaisable. Parce que moi, je trouve que j'étais pas quelqu'un d'intelligent. Et c'est ce que je vais vous expliquer aussi, c'est que les grandes difficultés que j'ai eues, c'est que j'avais pas l'habitude de raisonner comme on peut raisonner en entreprise. Parce qu'en fait, il y a une différence entre raisonner devant un test, raisonner devant une émission télé de, je sais pas, des chiffres et des lettres ou d'un truc culturel, raisonner avec tes potes quand tu discutes, et puis raisonner dans le monde du travail pour résoudre des vrais problèmes du monde du travail. Et donc ma première difficulté, c'est que voilà, mais c'est pas ça qui juge en fait. En fait, je vais vous donner mon sentiment. Mon sentiment, c'est que ces tests-là, qui vous permettent d'accéder à ce genre de formation Bac+2 de développeur informatique, eh bien, ce test-là n'est juste là que pour tester votre capacité cognitive. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que si on te testait pour voir si tu étais déjà professionnel avant de l'être, ce serait un peu con. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà un moulage intellectuel de manière professionnelle? En fait, et ils ont raison. Pourquoi? Parce que ce moulage intellectuel professionnel, tu ne peux l'obtenir que dans le monde du travail. Tu l'auras pas à l'école, tu l'auras pas chez toi, en discutant avec tes potes ou en regardant la télé ou même YouTube. C'est le monde du travail qui va t'inculquer une façon de penser. Parce que dans le monde du travail, tu vois, c'est des problématiques qui sont spécifiques, qui sont pas dures, attention, mais il faut savoir y répondre. Donc bref, et donc c'est pour ça que ces tests-là, même pour un gars comme moi qui volait pas haut, il suffisait que j'ai une bonne attitude cognitive, savoir lire, savoir un minimum mettre les éléments, tu vois, ils demandent c'est des QCM, quoi, voilà, c'est pas... Mais il faut quand même les réussir, parce que tu vois, si un gars est limite en capacité cognitive, ça c'est quelque chose qui pourra jamais s'améliorer. Soit tu as une capacité cognitive, déjà il faut savoir lire et écrire, ce qui n'est pas donné à tout le monde à notre époque. Et à mon époque, moins, mais maintenant vraiment c'est une problématique. À mon époque, tout le monde savait lire et écrire, mais aujourd'hui, puisque moi, en 2007, le premier iPhone n'était encore pas sorti. Donc en fait, on était dans une génération qui était encore très intellectuelle. Et on voit le délabrement maintenant avec cette génération-là qui a beaucoup utilisé TikTok, etc. Eh bien, je pense que quand ils se pointent sur des tests comme ça, ils doivent galérer. Parce que c'est ça, c'est les troubles de l'attention dont on parle. En fait, ces tests-là, ils visent à montrer si tu es capable de concentrer et d'avoir de l'attention, parce que dans le monde du travail, c'est quand même le minimum. Si dans le monde du travail, tu n'es pas capable de te concentrer 5 minutes et qu'il faut tout le temps que tu scrolles sur ton téléphone, que tu te sortes, et moi j'en vois beaucoup d'entreprises qui passent leur temps sur leur téléphone, c'est un truc de dingue. Moi, je vois pas comment tu peux être productif quand tu es tout le temps fourré sur les réseaux sociaux, tout ça. Enfin bref. Donc, soyons réalistes. J'ai eu pas mal de chance. Parce que entre le moment où je prends la décision de vouloir intégrer une école, enfin, de me renseigner déjà, parce qu'après, la première chose, c'est que je savais pas que l'AFPA existait. Moi, j'ai été voir le pôle je sais plus, en fait, je sais plus comment je l'ai su. Voilà. Mais je sais que c'était difficile. Pourquoi je vais vous raconter une anecdote? C'est que mon meilleur pote de lycée avait décidé de faire ça après l'école et j'avais pas voulu le suivre. Et lui, c'était un grand passionné d'informatique, parce que c'est lui qui m'a initié. C'est en terminale, vraiment, que j'ai rencontré Jérém. Et Jérém, c'était vraiment un gars qui était vraiment féru d'informatique depuis tout petit. C'est-à-dire il installait des trucs sous DOS, tout ça. Moi, j'ai pas connu l'époque-là. En fait, moi, j'étais arrivé à Windows 95. Et Windows 95 n'obligeait pas à faire du DOS, tout ça. Mais lui, il était de l'époque avant où tu étais obligé, tu vois. Avant l'époque Windows 95, il fallait que tu bricoles sous DOS tes fichiers mémoire, etc. Parce qu'il y avait la mémoire partagée, enfin, il fallait mettre ses drivers sondes. Alors là, tu vois, ça a commencé à causer niveau intellectuel, parce que si tu comprenais pas ce qui se passait, il n'y avait pas moyen de t'en sortir toujours, pour installer tes jeux, tes logiciels, etc. Il fallait bricoler sous DOS et tout ça. Donc lui, c'était vraiment l'époque là, tu vois, il était de cette époque-là. Et puis, bien sûr, il avait voulu faire un DUT de développeur informatique à 60 km de chez nous, justement, parce que là, c'est une grande ville. Et
C'est Dijon, je vais vous dire, c'était la ville de Dijon, cette fameuse ville à 60 km de chez moi. Et lui, il a voulu faire ce DUT et il n'a pas eu la première année, à tel point qu'il a changé carrément de carrière. Il a arrêté ça et par la force des choses, il s'est retrouvé comme agent technique informatique. Oui, après, il a trouvé un poste après comme support informatique par téléphone. Il a fait ça pendant un certain nombre de temps et après, il est devenu agent technique qui se déplace. Parce qu'il a trouvé trop dur le fait de devenir programmeur. Et c'est assez symptomatique. C'est qu'en fait, un gars qui, comme moi, a priori n'avait rien à voir avec ça, a mieux réussi qu'un gars qui avait a priori beaucoup plus l'air de correspondre au profil. Mon pote Jérémy, pour moi, ce mec-là allait devenir un grand ingénieur, peut-être finir chez Google ou je ne sais pas quoi. Pour moi, en fait, j'avais des pépites dans les yeux parce que lui, c'est lui qui m'a initié. Il m'a dit, quoi, t'as pas d'ordi? On est en 97, bonhomme, t'as pas d'ordi. Voilà, je me rappelle, on est en 97 et hop, je vais à à Mammouth ou je sais plus quoi avec mon père. Je crois que ça s'appelait pas Mammouth, mais je sais plus le nom, un truc du genre. Un ancien magasin qui n'existe plus aujourd'hui. Peut-être pas Mammouth, mais un truc du genre. Bref. Et donc on va là-bas et on achète un Pentium 2 200 MHz. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'aujourd'hui on explose ces chiffres en termes de fréquence. Mais à cette époque, on parlait d'un Pentium 2 200 MHz. Et j'étais tout heureux d'avoir 32 mégaoctets de RAM. Parce que pour l'époque, c'était quand même pas mal. En général, les PC avaient plutôt 16 mégas. Les PC bas de gamme, etc. Mais c'est pour ça qu'on était content d'aller dans un supermarché, parce qu'il y a que là que tu avais des confis vraiment pas chers et avec du bon matos, tout ça. Et là, vraiment, j'étais content. En plus, j'avais acheté le jeu Blade Runner avec, donc j'étais content, j'étais reparti. Je dis, bon, attends, je vais acheter un PC, faut au moins que je me ramène un jeu. Et donc, j'avais acheté le magnifique jeu Blade Runner, un jeu en 4 CD, un jeu d'aventure point and click, mais qui avait fait planter mon Windows. Et donc ça a été la première difficulté que j'ai rencontrée de toute ma vie dans l'informatique. C'est que au bout de quelques semaines que j'ai mon PC, le jeu, voilà, j'étais en train de jouer à Blade Runner et le jeu plante. Bon, dans ce cas-là, n'importe qui dirait, bah ouais, il suffit de redémarrer. Sauf qu'on est à l'époque sur un système qui s'appelle Windows 95 et qui était hyper fragile. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc-là, il pouvait se corrompre. Et ça, on l'a beaucoup moins vu par la suite. J'ai très peu vu de système se corrompre comme ça, ne plus pouvoir démarrer pour un oui, pour un non, mais celui-là, oui. Et donc, j'étais horrifié, parce que moi, j'y connaissais absolument rien. J'avais voulu suivre Jérém dans son délire de dire « Ah, t'as pas d'ordi ?» Et je dis à mon père « Putain, j'ai pas d'ordi, alors hop, on va acheter un ordi. » Mais là, je me suis rendu compte que j'ai cru que mon PC était foutu, quoi. Parce qu'il a planté pendant Blade Runner, pour moi, ça me semblait insensé qu'il redémarre plus. Je me dis, c'est pas logique. Tu vois, je voyais pas le lien logique entre le fait que je plante au milieu d'un jeu et que mon PC ne redémarre pas. Parce que pour moi, c'était deux événements complètement inconnus. Sauf que ça avait dû corrompre en même temps un fichier important de Windows qui, au prochain démarrage, faisait écran noir. Et là, j'étais paniqué. Donc, c'est la première panique. Et je pense que pas mal de gens qui vont essayer de faire de l'informatique dans leur vie vont être confrontés, peut-être pas à ce genre de soucis, parce que ce genre de soucis n'existe plus, mais à des soucis de genre, tu vois, des trucs un peu comme ça, un peu cons, tu vois. Mais comme tu connais rien, tu es tout de suite horrifié et paniqué. Moi, hop, j'appelle mon pote Jérém, je fais putain, mon truc et tout. Il me dit, ah, mais calme-toi, on va réinstaller Windows. J'ai quoi? On va réinstaller Windows. Là, pour moi, quand il m'a dit ça, parce que pour moi, dans ma tête, installer Windows, c'était un truc dans les usines. C'était un truc qui se faisait par des professionnels, etc. Il me dit ça à moi. Bon, alors déjà, donc ça a été mon premier bidouillage de l'histoire. Pour moi, c'était une aventure cinématographique. Je me croyais dans Indiana Jones. Il me dit, voilà, tu vas mettre ta disquette dans le PC et ça va booter sur la disquette. Il faudra mettre le CD-ROM de Windows, parce que dans le temps, on ne pouvait pas booter sur une clé USB, on ne pouvait pas booter directement sur un CD-ROM, ça n'existait pas. Il fallait booter sur une disquette, me semble-t-il, ou bien sur le CD, un des deux, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une opération assez compliquée. Et après, effectivement, une fois que tu as réussi à booter sur le CD-ROM de Windows, il va te proposer une réinstallation. Et donc, voilà, tu réinstalles ton truc et hop, tu repars sur du propre. Et donc là, ça a été une première révélation pour moi. C'est de me montrer à quel point la connaissance est à la fois simple, mais quand tu l'as pas, t'es bloqué.
Et je pense que dans plein de domaines, c'est comme ça. Je pense qu'en mécanique, il y a 2-3 trucs à savoir dans une bagnole. Si tu les sais pas, toi, si tu sais pas changer une batterie, si tu sais pas changer une bougie, toi, pourtant, une fois que tu sais faire ces trucs-là, voilà, mais sinon, tu es obligé d'aller voir un garagiste qui va te demander 500 balles. Bah, c'est pareil. Heureusement que j'avais eu mon pote Jérém, parce que j'aurais été voir un dépanneur informatique, parce qu'à l'époque, pas d'internet. Ah non, là, j'avais pas d'internet. Alors, mon pote Jérém l'avait. Mais il était obligé de se connecter en modem, ça coûtait des sous, machin, c'était un bordel monstre, et je pouvais pas du tout penser à ça. D'ailleurs, moi, à l'époque, c'est simple, hein, je voyais même pas l'utilité d'Internet. Pour moi, tu avais un PC et tu lui mettais des CD-ROM dedans. Voilà, pour moi, ça se limitait à ça, l'informatique en 97. Et en tout cas, on en est venu à parler de Jérém et tout ça, parce que voilà, on en est venu à parler à ça, mais finalement, ça montre un petit peu mon arrivée 10 ans avant. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai commencé ma formation de développeur en 2008 à l'AFPA de Paris. Et donc, j'ai eu mon premier ordinateur en 97, donc si je calcule bien, 10 ans avant. Et vous voyez bien, c'est pour vous montrer que la vie n'est qu'un parcours fait d'étapes importantes en fait. Et pour ceux qui sont encore dans la non-compréhension de ce qu'est leur avenir, dites-vous que vous allez passer par ces périodes de doute, ces périodes de prise de conscience. Parce que j'en avais eu des prises de conscience avant, mais là, de ce point de vue-là, pas à ce point-là, parce que évidemment qu'on a touché un petit peu des ordinateurs quand on était à l'école, etc. Je me rappelle en troisième, je crois, il y avait un certain monsieur Beauchaton qui nous faisait faire de l'informatique, et c'est là que j'avais pris conscience que je ne connaissais absolument rien. Et ça avait été toujours une frustration en moi, mais la frustration était là en moi, comme une espèce de sac que je portais, mais celui qui est venu la réveiller, bah, c'est mon pote Jérém. Parce que, en fait, comment que ça s'est passé avec Jérém, c'est que je lui dis, bon, écoute, je suis passionné de son, j'écoute beaucoup de sons électroniques, beaucoup de rap. Voilà, j'aime bien tout ce qui est musique électronique, tout ça. Et il me dit, mais est-ce que tu te rends compte que sur un PC, tu peux faire des trucs de fou sur du son? Tu vois, tu peux mixer, tu peux faire du MP3, tu peux... Et c'est cet argument-là qui m'a fait envie. C'est pas du tout dans ma tête, je me suis pas tout dit, oh putain, je vais devenir un programmeur, un geek, ou installer Windows, je sais pas quoi. Non, pour moi, il avait trouvé en moi la clé pour me rapprocher de l'informatique. En fait, il fallait trouver un pont entre moi, mes passions, et l'ordinateur. Parce que sinon, il n'y a pas de raison d'en acheter un en fait au début. Par exemple, un gars qui va être passionné de bourse, si tu vas le voir, tu dis écoute, si demain tu t'achètes un ordinateur et que tu vas pouvoir faire du trading en ligne de bourse, bah voilà, il te faut un ordi quoi. Donc c'est ça le principe, c'est que des fois, on peut passer à côté d'un truc si quelqu'un vient pas faire le lien. C'est lui qui est venu faire le pont et je lui remercie, tu vois. D'ailleurs, ça fait longtemps que je lui ai pas parlé, il faudrait que je lui repasse un petit coup d'appel parce que c'est vraiment un gars qui a été important pour moi quoi. Et donc voilà, première difficulté, mais en même temps c'est comme ça qu'on apprend. Et puis petit à petit, c'est ça qui est quand même dingue, c'est que par la force des choses, oui, j'ai fait un peu de musique, oui, j'ai fait un peu de jeu, mais c'est autre chose que j'ai trouvé. Et c'est ça aussi la deuxième leçon, c'est que en fait j'avais acheté un ordi pour une première leçon, mais enfin pour une première volonté, c'était de faire du son. Et ensuite, je me retrouve à kiffer bidouiller, tu vois, faire des répertoires, puis en apprendre de plus en plus. En fait, j'étais content, plus je comprenais comment fonctionnait Windows, plus je comprenais que j'avais des astuces, parce que alors Windows 95 offrait déjà un vernis assez technique justement, peut-être plus que maintenant, qui permettait à des individus comme moi, bah, d'apprendre en fait. Et c'était ça déjà, ce qui s'est passé de 97 à 2007, et ben, c'était apprendre par moi-même, tout ça. Mais tu n'apprends pas à raisonner, tu n'apprends pas, tu apprends à être autodidacte et aussi à avoir de l'intuition. En fait, quand tu es comme ça et que tu bidouilles, après tes potes te disent bah tiens, viens réparer machin. Et donc en fait, à chaque fois, voilà, j'allais aider le voisin, j'allais aider. En fait, et quand tu te retrouvais confronté à des problèmes que tu connaissais pas, ben, tu étais obligé de, parce que tu n'avais pas Internet, toujours la même chose, pas Internet, donc tu es obligé de jouer ton intuition. Et comment tu fais? Bah, tu fais des tests. C'est-à-dire que tu te positionnes de telle manière dans un tel comportement, tu vois comment le PC réagit. Ensuite, tu fais un autre truc. Et en fait, rien qu'en par la déduction, en disant tiens, si j'allume comme ça, la panne elle a l'air comme ça. Tiens, si je fais ça, la panne elle a l'air comme ça. Une panne, pour la comprendre, il suffit de faire des tests en fait. En fait, à l'époque, j'avais pas besoin d'internet, pas besoin de cours, pas besoin de DUT, de livres. Non, intuition, mec. Et c'est pour ça que je pense que je suis devenu assez fort dans la vie. Maintenant, j'en prends conscience dans le podcast, j'en avais jamais pris conscience, mais c'est de cette époque-là que j'ai développé un instinct très fort, qui fait que j'ai pas forcément besoin de me former sur un sujet, en tout cas au départ. Après, c'est quand je veux le creuser. Parce qu'évidemment que, je te donne un exemple, voilà, je bidouillais un peu pour les voisins, pour la grand-mère, pour ce que tu veux, mais
Si on m'avait projeté dans une entreprise pour vraiment devenir technicien réseau, bah là, j'aurais été perdu. Pourquoi? Parce que là, il faut la seconde marche, en fait. C'est-à-dire la marche professionnelle. Et on en revient toujours au même truc. C'est pour vous expliquer que dans la vie, il y a toujours 2 levels. Par exemple, tu es en train de faire un peu du basique chez toi sur ton Amstrad, ou tu es en train de faire de je sais pas quoi, tu vois, de l'HTML, ok, c'est bien. Mais quand tu vas te retrouver, si on te projetait directement dans un poste, là, c'est pareil, il te faut le deuxième vernis. C'est bien d'être bidouilleur chez toi comme ça, mais ça suffit pas. Et je te le dis honnêtement. C'est pour ça que tous ceux qui pensent en étant autodidacte, vous avez des chances d'atterrir dans une grande boîte pour faire de l'informatique ou je sais pas quoi, ou devenir freelance, peut-être freelance à la rigueur, mais rentrer. En fait, les grosses boîtes, elles aiment bien les diplômes. Alors, je sais pas si ce sera encore longtemps le cas avec l'IA, avec tout ce qu'on verra, avec l'évolution de la société, mais en tout cas, moi, le fait d'avoir un diplôme, c'est ça qui m'a ouvert des portes. Et en fait, c'est pas quand je suis arrivé leur dire putain, j'ai développé. C'est pas en entretien, j'étais pas en train de dire écoutez, prenez-moi parce que j'avais développé un instinct chez moi en bloquant Windows, en installant Blade Runner ou en allant dépanner la voisine. En fait, c'est pas comme ça que je l'ai vendu le truc. C'est simplement eux, ils voient que tu as un diplôme, un stage, un machin. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne dans les entreprises. Et peut-être et pour une bonne raison. C'est que quand tu bidouilles chez toi, tu peux pas avoir le niveau de quelqu'un qui a fait déjà ne serait-ce qu'un stage, tu vois? En fait, ça a de l'importance ce stage. On pourrait dire: «Ouais», parce que moi à l'AFPA, il était pas énorme, il était de 2 mois et demi. 2 mois et demi, c'est pas énorme. Mais c'est toujours mieux que le gars qui n'a fait que bidouiller chez soi. Voilà. Et à part certains postes, comme je vous ai dit, quand j'avais travaillé dans un collège, là, c'est un peu spécifique. C'est le genre de poste où finalement, c'est tellement bateau ce qu'on te demande. On te demande, tu vois, les tâches les plus ardues que j'ai fait, c'était de faire passer un espèce de diplôme d'internet aux élèves. Toi, les élèves, il fallait les faire passer sur un PC, sur un espèce de logiciel pour qu'ils passent une espèce de truc. Mais autrement, les tâches que j'avais à faire, bah, tu sais, en fait, je m'amusais à passer le défragmenteur un peu partout. Ouais, il y avait un logiciel qui gérait tout le parc, mais j'avais pas besoin d'aller trop dedans. Il y avait un logiciel en ligne qui permettait de faire le cartable électronique, mais pareil, j'avais pas accès au back-end. Donc en fait, tous les trucs vraiment critiques, j'avais pas accès en vérité. En fait, on se demandait presque à quoi je servais dans l'histoire. J'étais plus là pour fluidifier certaines choses. Mais quand tu as un rôle comme celui-ci de fluidificateur, c'est très rare qu'on va te demander d'être super technique, parce qu'au pire, je serais tombé sur un élément super technique, j'aurais demandé au responsable qui était un prof de maths, comme je vous l'ai dit. Donc vous voyez, mais à part ce genre de poste très très à la marge, en général, si tu vas aller dans l'informatique, il va falloir quand même que tu vois, tu aies au moins un stage à présenter, un truc concret, d'un peu professionnel, ou un truc qui a été donné à un client, enfin bref, un truc qui sort de la sphère de ta chambre, quoi. Parce que voilà, il faut quand même comprendre qu'il y a une posture professionnelle qui est différente de celle que tu as quand tu dépannes un ami. Parce qu'en fait, tu as l'impression d'être le plus fort du monde. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être super puissant parce que à chaque fois, j'étais le plus intelligent de la pièce en informatique. Mais pourtant, j'étais nul. Mais en fait, nul par rapport à la réalité. Parce que la réalité, je l'ai rencontrée, c'est quand je suis arrivé en entreprise. Quand on est arrivé en entreprise, tes petits bidouillages tu vois, de faire du Winamp. Ouais, je savais faire du Winamp. Ouais, je savais faire certains trucs sur Windows. Je savais l'installer, le réinstaller. Problème de driver, je savais gérer. Mais une fois arrivé en entreprise, c'est nul. C'est zéro. Ça vaut rien. Et quel que soit le truc. À part ce poste-là dans les collèges où effectivement mon petit vernis technique, même ridicule, bah, a fait illusion. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que j'ai développé un instinct qui a fait que, même si en sortant de ma formation AFPA, comme j'expliquais dans ma toute première vidéo, j'étais pas très calé, j'ai pu quand même me faire une place dans les sociétés et dans les entreprises. Parce qu'en fait, le plus important dans la vie, c'est les skills. En tout cas, ce que je vais vous expliquer, c'est plutôt que quand tu n'as pas encore la technicité, bah, il faut que tu aies le skill social. Parce que c'est celui-là même qui va permettre de t'insérer à des endroits précis qui font que tu vas capter de la connaissance. En fait, il faut que vous compreniez que vous allez devenir, en sortant d'un diplôme, des capteurs de connaissances. Il va falloir aller dans les bons endroits, tu vois, dans les bons spots pour capter de la valeur. C'est-à-dire où tu vas simplement te retrouver avec des gens beaucoup plus intelligents que toi. C'est dans ces endroits-là qu'il faut que tu ailles. Va surtout pas essayer de te mettre dans les endroits où tu seras le plus intelligent de la pièce. Parce que si tu fais ça, tu vas pas évoluer. Moi, ce qui m'a vraiment été d'un secours vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois dans les entreprises, les gens plus puissants que moi, j'allais vers eux. Sans honte, en étant... Voilà. Alors, je vais dire tout de suite, la plus grosse difficulté que j'ai eue, elle venait de moi.
Et je vais vous l'avouer, c'est que j'avais un énorme orgueil. J'étais pas humble, j'étais imbu de ma personne. Et ça a été vraiment une catastrophe. Parce que toutes ces années-là où j'avais développé une manière de travailler solo, j'avais développé un orgueil, un instinct, machin, etc. Et je me prenais vraiment pas pour de la merde. Et ça m'a empêché d'évoluer vite, en fait. J'ai évolué extrêmement lentement parce que j'avais cette pellicule autour de mes yeux qui se voile, le voile de l'ego, qui fait que tu as l'impression que tu sais déjà tellement de choses que tu n'as pas besoin d'apprendre plus, que je ne sais pas comment t'expliquer, mais qu'en même temps, tu as conscience de ne pas savoir, mais au lieu de te l'admettre, c'est surtout ça la difficulté, c'est qu'il y avait une part de moi qui avait conscience que j'étais pas professionnel, pas compétent, mais au lieu de l'admettre et d'essayer de trouver des solutions pour pallier à ça, bah, j'ai pas cherché. En fait, j'aurais dû me poser des questions, quelles sont les ressources, quels sont les endroits, quels sont les procédés, les moyens qui vont me permettre de combler mes brèches. Mais c'est vrai qu'elles étaient dures à trouver parce qu'en fait, déjà, à l'époque, on n'entendait pas parler de formation en ligne. Vous savez, il existe des sites. Moi, vers 2008, je ne savais même pas que ça existait. Alors peut-être que ça existait déjà. Des sites comme Pluralsight ou des sites comme Udemy, je crois que ça s'appelle. Vous savez, c'est des sites avec plein de leçons dans plein de sujets d'informatique et de création, de tout ce que tu voudras. Tout ce qui touche un peu à l'informatique, bref, tout ce qui peut être appris via une vidéo en ligne. Parce qu'en fait, ça se passe majoritairement par vidéo avec QCM. Et voilà comment tu fais tes leçons hein, sur ce genre de site. Mais moi, à l'époque, j'avais pas conscience de ça, premièrement. Deuxièmement, je connaissais certainement pas les bons sites, parce qu'il y en avait qu'un à l'époque. C'est simple, c'était le site du zéro. Mais le site du zéro, faut être honnête, il couvre vraiment ce qui est mainstream. Et il laisse de côté parfois des choses. Par exemple, le C#, il n'allait pas profondément dans mon domaine à moi, qui était le .NET. Donc le seul site que je connaissais d'un peu près sérieux et gratuit s'appelait le site du zéro, qui est devenu par la suite Open Classroom. Mais c'est vrai que le site du zéro, ils ont fait beaucoup de vocations. Donc faut leur faire une big dédicace à ces gens-là, parce que c'est vraiment des gens qui ont contribué à l'essor de la programmation en France. Parce que tout le monde allait sur le site du zéro. Parce qu'il y avait des leçons qui étaient simples à comprendre, claires, mais malheureusement, qui n'étaient pas toujours sur toutes les technos. On ne pouvait pas leur reprocher d'être pas assez éclectique parce que on peut pas tout couvrir. Alors donc ils faisaient du PHP, ils faisaient des trucs un peu mainstream, un peu de Java, un peu de JavaScript, des trucs, des Python peut-être aussi, je sais pas. Mais voilà, .NET, ils étaient à la ramasse, hein, faut l'admettre. Alors, et c'est ça qui était dur, c'était de trouver du contenu .NET, et même quand tu l'avais, c'est de le comprendre. Parce qu'en fait, quand tu as un fait, il y a un truc à savoir aussi. Une difficulté incroyable. Incroyablement conne, surtout. C'est que quand tu te retrouves sur des textes d'un certain niveau, tu vois, par exemple, tu es débutant en informatique et tu vas tomber sur un texte qui t'explique en profondeur un sujet, bah, tu vas rien comprendre, en fait. C'est ça. Il y a un tel gap. En fait, c'est des documents, en général, qui s'adressent à des gens qui ont déjà de la bouteille. Et toi, tu tombes que sur des trucs comme ça. Des trucs de pro, en fait. Toi, tu essayes de devenir pro, mais tu tombes sur des documents de pro et pas des documents de non-pro, parce que ça n'existe pas, c'est rare à trouver. Un document de non-pro, c'est un document qui va te présenter la chose comme un bébé, mais encore pire que ça, quoi. Comme si tu étais un macaque, en fait. Parce que sinon, ça s'adresse à des pros. Si je te présente Entity Framework comme si tu étais déjà un pro, je ne vais pas employer le même vocabulaire que si je devais l'expliquer à mon petit neveu de 9 ans. Imagine expliquer un truc à un enfant comme ça, mais personne ne le fait. Parce que s'il n'y a pas de marché là-dessus. Parce que déjà, les gens, ils n'ont pas conscience d'en avoir besoin. Et puis surtout que, alors tu vas venir, mais comment font les gens pour pénétrer des secteurs techniques? Ben, ils galèrent, mais surtout, ils font des écoles d'ingénieurs. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que moi, j'ai pas passé par le Saint Graal, qui est l'école d'ingénieur. Et qu'est-ce qui est fondamental parce que moi, j'en connais qui ont fait des écoles d'ingénieurs et je sais comment ça fonctionne. Et je vais vous dire un seul truc déterminant entre eux et moi. C'est que c'est pas simplement le fait que eux, ça dure 5 ans et que moi, j'avais fait 9 mois seulement. Ça joue, évidemment. Mais c'est pas que ça. C'est surtout qu'ils avaient des stages tous les ans. C'est-à-dire que sur les 5 ans, de leur école d'ingénieur, et ils passaient un certain temps dans les entreprises en stage. Et ils n'attendaient pas, tu vois, la dernière année pour dire maintenant on va en stage. Non, ils avaient un petit peu de stage par-ci par-là tout au long des 5 ans. Donc forcément que ces mecs-là, c'était contre eux que j'étais en compétition en sortant de l'AFPA, c'est pas compliqué à comprendre. Donc moi, j'ai pas voulu faire la voie normale.
Du coup, je me suis tapé le service militaire du développeur. Parce que c'est ça, quand tu n'as pas les bons outils et que tu n'utilises pas les bons canaux, parce que, en fait, comme je l'ai déjà expliqué, sortir de l'AFPA avec un diplôme Bac+2 de l'AFPA, ça va pas faire de toi un ingénieur. Non, non, non. On va te prendre comme aide machin. En fait, tu vas vraiment démarrer au bas de l'échelle. Et à notre époque, je me demande même si ce serait possible. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires si vous êtes encore à l'AFPA et dans ces bails-là, mais pour moi, et même un DUT, pour moi, sortir avec un DUT Bac+2 en programmation et arriver sur le marché de l'emploi, on n'aura même pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que tu es le niveau ChatGPT en fait. Là, à ce moment précis, tu es de niveau ChatGPT. Et ChatGPT est meilleur que toi. Donc il n'y a aucun intérêt de te prendre pour une entreprise. Et malheureusement, les entreprises ne sont pas là pour... voilà. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je ne conseillerais plus d'aller dans l'informatique, si ce n'est en passant directement par une école d'ingénieur. Ne faites pas autre chose que ça. Si tu fais ton école d'ingé, je t'assure un truc, c'est que tu vas sortir des 5 ans avec un niveau égal à ChatGPT. Et même supérieur. Parce qu'en fait, il ne faut pas se voiler la face. ChatGPT est très bon en algorithmie pure, mais il n'a pas cette intelligence sociale et culturelle, etc., qui font que tu vas pouvoir qui pourrait remplacer un ingénieur. Parce qu'un ingénieur, il va être là, il va être dans le contexte de l'entreprise pour vraiment faire la synthèse de plusieurs choses qu'il va voir, alors qu'une IA, elle ne voit rien. Justement, une IA, elle n'a pas une caméra postée. Alors peut-être qu'un jour, ils feront ça, toi, de mettre une caméra. En fait, je pense que pour qu'une IA soit vraiment fulgurante, il faudrait placer des caméras partout dans l'entreprise et des micros, et que l'IA soit capable d'écouter 24 heures sur 24 ce qui se dit pour vraiment comprendre le contexte. Un espèce de Big Brother. Et là, elle pourrait apporter la même solution qu'apportera justement quelqu'un qui est dedans en train de parler et qui est dans l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ramènent par parole, mais tu peux pas ramener en parole, en prompt. C'est pas en prompt que tu vas réussir à prompter l'IA ce que toi tu as vu. Lui dire à l'IA exactement tout ce que tu as compris et vu, c'est trop complexe à décortiquer. Et même si tu étais capable de le faire, ça ferait un prompt qui est beaucoup plus grand que la taille acceptable en entrée par les IA. Les IA, elles ont une taille maximale de token en entrée, parce qu'en fait, c'est des pages et des pages, en fait. Le contexte d'entreprise, c'est des pages et des pages pour arriver à résoudre des problématiques, alors que l'IA, elle est capable de te résoudre des morceaux, des briques de là-dedans. Et toi, quand tu sors d'un DUT, tu es juste à peine capable de développer une brique. Voilà, une brique de connaissances, une brique de logique, une brique de problématique métier. Voilà ce que tu es capable. Et encore, moi je n'y étais pas. C'est-à-dire que quand je suis sorti de mon Bac+2 de l'AFPA, j'étais encore moins bon qu'un DUT, parce qu'un DUT, il a vraiment 2 ans. Mais là, à l'AFPA, c'est compressé en 9 mois. Et je te garantis qu'en sortant, je n'avais que 25% des concepts de la programmation qui étaient acquis, en fait. Mais c'est suffisant pour commencer dans la vie. Parce que ça, couplé à mon intuition, celle que je te parlais, celle que j'avais développée en faisant le petit bidouilleur à 2 balles chez moi, tu vois, eh bien, c'était suffisant pour plus mon intelligence sociale. Parce qu'en fait, faut un truc très important, c'est que moi, je vais vous le dire franchement, je viens de la cité, quoi. Je viens de la cité, mais pas une cité chaude, une petite cité de province et tout. Et à l'intérieur de celle-là, j'ai pu mettre un petit peu, j'ai fait pote un peu avec tous les profils là-dedans, tu vois, je parlais à tout genre de personnes. Et là-dedans, les gens, ils ont une grande intelligence sociale, en fait. Parce que, en fait, si tu veux, le fait que la population soit très mélangée, en fait, ça relève le niveau. On pourrait croire que non, parce que faut pas croire qu'il y a que des racailles. Et ça, c'est ce qu'on vous dit à la télévision. On vous raconte à la télévision que dans une banlieue, il y a que des racailles, tout ça, mais c'est complètement faux. En fait, il y a des gens comme toi et moi dans les cités. Tu vois, il y a des gars. Ouais, ok, il y en a toujours des qui font les cons, mais c'est la minorité. Après, moi, les potes que j'avais des potes, ils étaient aussi intelligents que moi, même si c'était étranger ou quoi. Je vois pas pourquoi ils seraient plus méchants ou plus racailles que moi, que ci que ça. Non. Donc, en fait, j'ai mis avec. En fait, c'était d'une extrême richesse, en fait. Les contacts sociaux que j'ai eus dans ma cité, alors ça n'a pas toujours été rose, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des embrouilles, c'est normal. Mais globalement, ça m'a donné une richesse extrême. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un profil, je pense, un peu au-delà de la moyenne. C'est que, voilà, j'ai vraiment appris à évoluer là-dedans. Et j'ai envie de vous dire, il y a une espèce d'excellence. Parce que tu dois bien apparaître, tu dois bien... En fait, si tu veux, dans la cité, tu peux pas te permettre d'être le gros bouffon.
tu dois quand même relever la tête, un minimum, tu vois? Et aussi en prendre plein la gueule. Donc en fait, c'est une formation à ciel ouvert, en fait, la cité, à part si tu restes tout le temps enfermé chez tes parents. Mais moi, c'était pas mon cas. J'aimais parcourir le monde, découvrir, et il fallait que je découvre mon quartier. Et mon quartier, j'ai découvert autant des mauvaises choses que des bonnes, hein, je vais pas vous mentir. Mais arrivé dans le monde du travail, bah, j'ai mis à profit toutes ces compétences. Le seul truc que j'aurais pas dû emmener avec moi, c'est l'orgueil, parce qu'évidemment, j'ai gardé avec moi cette certitude absolue qui aujourd'hui m'a quitté, parce que maintenant j'ai compris on ne sait jamais tout, qu'on doit tout le temps se remettre en question dans une carrière professionnelle, que voilà, il n'y a pas de oui, non. Tu dois toujours te poser certaines questions, des nouvelles questions, apprendre. Moi, tous les matins, de toute façon, je vais vous le dire, tous les matins, je me lève, c'est leçon d'anglais. Premier truc que je fais, j'avale même pas mon café que leçon d'anglais sur Duolingo. Deuxièmement, leçon de n'importe quoi, de n'importe quelle formation qui me passe sous la main. Tous les matins, je me lève, c'est ça. C'est moi, je travaille à domicile. Donc, je peux commencer par un truc comme ça, où dès le matin, bam, je profite que mon cerveau, il est hyper éveillé. Et là, bam, je m'enfile un nouveau langage. Ça peut être des formations sur n'importe quoi, mais bref, j'apprends. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas, justement. Dans mes premières années d'informatique, ok, j'étais quelqu'un qui souffrait sans essayer de comprendre pourquoi il souffrait. Mais petit à petit, à un moment donné, j'ai dit ça ne peut plus durer. Il faut que je reprenne mes études. C'est là que j'ai été faire le bac plus 4, comme je vous ai expliqué. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que ce serait répéter les choses. Donc si vous voulez vraiment comprendre ça, reprendre un petit peu pour comment que ça s'est passé quand j'ai repris. Je ne veux pas en venir là parce qu'en fait, ça a été d'autres problématiques et j'en ferai d'autres épisodes. En fait, j'ai eu deux parties dans ma carrière. J'ai eu cette première partie entre le bac plus 2 et le bac plus 4, et c'est ce dont je suis en train de parler aujourd'hui. Et après, j'ai eu d'autres problématiques dans l'informatique que j'ai rencontrées une fois que j'ai eu mon bac plus 4 et que j'étais beaucoup plus compétent. Mais ça, je pense que ce qui est plus intéressant pour les débutants et les gens qui se projettent, c'est cette partie-là où j'ai intégré pour la première fois le monde du travail. Et ça a duré 7-8 ans, c'est-à-dire comme je vous dis, j'ai repris l'AFPA en 2016, je ne sais plus si c'est 2016 ou 2017, je crois que c'est 2016. Donc en fait, j'ai fait mon premier AFPA en 2008 et j'ai fait le deuxième en 2016. Et donc ça fait à peu près 8 ans. 8 ans durant lesquels j'ai galéré et que j'appelle mon service militaire. Et c'est là que j'ai appris la souffrance. La bonne souffrance, celle que j'aimais aussi. J'aimais souffrir. Pourquoi ? Parce que pour moi, la souffrance était le synonyme que j'étais en train d'avancer. Et aujourd'hui, justement, c'est un gros problème que j'ai aujourd'hui, c'est que quand je ne souffre plus, le projet me plaît beaucoup moins. Moi, ce que j'aime, c'est souffrir dans un projet, que le projet m'oblige à me dépasser. Et là, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'intégrais une boîte, alors je vais vous dire un peu les expériences que j'ai eues. La toute première expérience a été foirée complètement. C'est-à-dire que je sors de l'AFPA après mon stage, qui était tellement pourri que j'ai pas pu rester dans la boîte qui faisait le stage. Je me suis retrouvé dans une boîte à Paris qui était dans les camions frigorifiques. Et en fait, j'ai fini par pleurer là-bas, tellement j'étais mal, j'ai fondu en larmes en fait. Au bout de 15 jours, bon, c'était vraiment une foirade absolument colossale, celles qui vous font mal jusque dans l'âme en fait. Là, ce jour-là, j'ai pris un coup de sabre dans l'âme. Ce genre de coup de sabre qui restera toujours comme quelque chose aujourd'hui qui me permet de tenir en fait. Un peu comme le marathonien qui, quand il fait un marathon, il est obligé de se remémorer certaines choses de son passé pour tenir moralement, tu vois. Ou par exemple, si tu veux intégrer les Navy Seals ou les commandos, il y a des moments où ton mental devra aller puiser dans une espèce de boîte à biscuits de récompense. En fait, c'est dans ta tête les moments marquants de ton existence. Et là, j'ai pris vraiment un coup de sabre dans l'âme parce que c'était vraiment à la fois une mort et une renaissance. C'est-à-dire que tu t'es obligé de renaître d'un truc comme ça, en fait. Tu vois, c'est tellement une foirade absolue. Tu pars jusqu'à Paris. J'étais obligé de dormir à l'hôtel, hein, parce que j'avais quitté l'AFPA. Donc j'étais obligé de dormir dans un Formule 1 pour aller bosser là-dedans. Donc j'étais en galère. J'arrive dans cette boîte-là et j'avais pas le niveau. Et je m'en suis aperçu amèrement. Et c'est là que justement, pourquoi c'était important ? C'est là que mon orgueil a quitté mon âme, en fait. Tout cet orgueil, elle a commencé, pas totalement malheureusement, mais en fait c'est petit à petit.
En fait, mon orgueil a diminué. Je suis devenu humble petit à petit. Et c'est quelque chose sur lequel je devrais toujours travailler. On a toujours tendance à se voir trop beau, à toutes les étapes de notre vie. Donc il faudra toujours lutter contre... Parce que c'est très mauvais de se croire le meilleur. Et même, c'est ça qui est terrible, c'est que même après cette énorme foirade, c'est la plus grande foirade de toute l'histoire des foirades, hein, c'est la foirade totale, ce premier job. Au bout de 15 jours, tu sais, et puis méchamment, ils m'ont viré, hein. Toi, ils étaient vraiment mécontents de moi, tu vois, et ils l'ont fait sentir. C'est pas genre, ils étaient pas désolés. En fait, ils m'ont fait partir avec un coup de pied au cul, tu vois. C'est ça dans le monde du travail. Il n'y a pas de pitié. T'es pas bon, mais dégage avec un coup de pied dans l'anus, tu vois. Et c'est comme ça. Et en plus, il y avait une horrible chose, c'est que j'étais avec un gars qui était de ma classe. C'est-à-dire, il y avait un gars qui était de ma classe, mais lui était bon. Et ça m'a appris. Parce que lui, il était plus jeune que moi. Il avait même pas son bac. Et ben, il était dans la boîte et respecté. Pourquoi? Bah parce que il avait une avance sur moi technique, en fait, et certainement que chez lui, il avait la volonté de travailler beaucoup plus, celle que je n'ai. En fait, j'avais du retard, et puis c'est tout. Quand tu as un retard technique, tu as un retard technique, point. Et en fait, c'est qu'une affaire de. Tu sais, c'est qu'une affaire temporelle, en fait. C'est-à-dire que, imagine, tu es en train de faire un marathon. Si tu doubles quelqu'un, eh bien, c'est comme ça. Lui, il va se sentir comme une merde. Mais dans quelques tours, il sera au même tour que toi, t'étais quand lui. Tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un peu de ça dans la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que à un moment précis, t'es une merde qu'un jour, tu vas pas rattraper l'autre. Et donc, aujourd'hui, je pense que je l'ai largement rattrapé. Mais là, la douleur a été telle que c'est même lui, je crois, qui m'a fait virer. Parce qu'en fait, je crois que il m'a pas aidé à vraiment. Tu vois, il voulait pas se mouiller pour m'aider, en fait. Et il avait raison de le faire. Il avait raison de penser à lui, tu vois. Il a bien raison. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est ça, c'est impitoyable le monde. Il allait pas se mettre en porte-à-fond pour un inconnu, parce que, ok, on a été dans la même classe d'AFPA, mais est-ce que ça valait la peine pour lui de se mettre en danger? Parce que lui, il était embauché. Moi, je venais d'arriver, lui, il avait de l'avance, techniquement, mais aussi temporellement dans la boîte. Et donc là, au bout de 15 jours, c'est la foirade totale. Et donc, je décide de revenir en province. Première décision, je me dis, ok, voilà, t'as pris une baffe dans la gueule, Paris n'est pas fait pour toi pour l'instant, je l'ai tout de suite compris. J'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Et j'ai dû affronter ça. Vous savez, c'est une genre comment dire, d'imprévu, de déconvenu. Voilà, c'est pire qu'une imprévue, c'est une déconvenue, quoi. C'est-à-dire que j'avais mis beaucoup d'efforts à réussir cet AFPA, à faire le stage, etc. Et de me rendre compte à tel point, j'étais en idéquation avec le monde du travail, c'est affreux, mais parce que c'est comme je vous expliquais, c'est que tu te retrouves sur ces postes-là en compétition avec des gens qui sont soit très bons, ou soit qui sont ingénieurs. Et lui était dans la même classe que moi, mais était beaucoup plus avancé techniquement. Bah parce que pourquoi? Parce que sans doute qu'il était ultra passionné chez lui, tu vois, contrairement à moi, peut-être qu'il est peut-être un peu manqué d'implication en dehors de l'école. Parce que de toute façon, j'avais tellement de retard que de toute façon, même si j'avais bossé chez moi, ça n'aurait pas mené à grand chose. Parce que j'étais pas dans le truc, quoi, si tu veux. Et après, t'as beau bosser chez toi, mais si t'as pas les bases, t'as pas les bases. Donc je sais pas comment lui avait déjà les bases. Peut-être qu'il les avait déjà avant de rentrer à l'AFPA. C'est fort possible qu'il avait déjà un super niveau en programmation avant de rentrer dans l'AFPA, mais en tout cas, le résultat était là. Donc j'ai pris la décision de revenir en province et c'était une bonne décision. Parce que ensuite, j'ai trouvé un poste, je crois, je sais plus où. Je pense que c'était à Dijon. Ouais, je pense que j'ai trouvé un poste à Dijon vers 2009, tout ça, ouais, vers 2009-2010. Et là, c'est là que j'étais obligé de mentir un petit peu au patron. En fait, je lui ai fait croire que justement les IUT que j'avais fait en communication, tout ça, machin, faisaient que j'allais lui apporter quelque chose dans l'entreprise qui allait au-delà du développeur. En fait, il a cru que j'allais avoir un rôle un petit peu différent, en fait, et c'est pas du tout ce que j'ai apporté, parce qu'en fait, moi, il y a que la technique qui m'importait. Donc, il y a eu ce décalage, en fait. C'est-à-dire que lui, il s'attendait à telle chose, mon patron, et il a vu une autre chose. Mais je l'ai fait pour avoir le poste, parce que sinon, je l'aurais sans doute pas eu. Parce que voilà, il y a tellement de gens qui veulent débuter dans la programmation. Moi, ok, je voulais débuter dans la programmation, mais je lui proposais un profil atypique, en fait.
Je disais: «Écoutez, OK, je suis développeur, mais j'ai tout ce vernis de communication, parce que c'est vrai que j'avais fait quand même 2 DUT différents dans la communication, services et réseaux de communication et l'autre c'était information, communication d'entreprise. Donc effectivement, il a cru que moi j'étais un profil super alors que non, ces 2 IUT-là avaient des erreurs pour moi. J'étais pas quelqu'un de spécialement social. Si, OK, j'avais beaucoup appris. Moi, j'avais beaucoup appris à ruser. Quand je vous ai dit que j'ai beaucoup appris socialement, j'ai appris à ruser en fait et à avoir confiance en moi, même dans l'adversité. La cité, c'est ce que ça m'a appris, c'est que même quand tu te retrouves dans un truc où tu es pas censé avoir confiance parce que moi, quand je me suis fait virer, j'avais une confiance démesurée en moi et qui faisait illusion, qui a fait illusion 15 jours. Parce qu'il faut quand même avoir des sacrés coronesses pour débarquer dans une boîte, dans un service informatique et faire croire que tu es l'homme de la situation alors que tu l'es pas. Faut avoir une sacrée dose de couilles dans le slip. Parce que c'est faux, mais toi, t'en as rien à foutre. Parce que t'as ce bagou que tu as appris à cultiver. Ne jamais s'avouer vaincu, en fait. Et c'est ça que j'ai appris. Mais par contre, j'ai pas du tout ce vernis à aimer mettre en place de la culture. Lui, ce qu'il aura voulu peut-être que je mette en place, c'est... je crois qu'il voulait mettre en place du knowledge management. Je sais plus exactement. Mais bref, mettre en place un système, je sais pas. Moi, je me suis contenté là-dedans à apprendre ce qui me manquait techniquement. Et c'est pas évident la vie quand vous arrivez et que vous avez ni un bagage technique et que ni vous répondez à ce que votre patron attend parce que je lui offrais ni le volet technique que de base en fait pour faire développeur et je lui offrais pas ce qu'il avait cru voir dans mon CV aussi. Moi je l'ai laissé croire, tu sais, je l'ai pas contredit quand il dit en fait c'est lui qui a vu ça dans mon CV, il dit ah ça c'est intéressant, je vois donc en fait lui je l'ai laissé dans son délire. Il a vu mon CV, il s'est fait un délire sur mon CV, et au lieu de le contredire, dire écoutez, parce que même moi, j'avais pas conscience de faire une erreur. Donc en fait, j'étais même pas malhonnête en fait. Moi, j'ai cru que c'était quelque chose de positif d'avoir ça dans mon CV, mais en fait, ça m'a desservi. Parce que si vraiment il m'avait pris en tant que vraiment technicien de développement, eh bien, peut-être qu'il aurait été plus indulgent avec moi. Mais là, il a fait preuve d'aucune indulgence. À la fin de mon contrat, ciao. Mais entre-temps, j'avais mis une première pierre dans mon CV. Et ça, c'est important. Ça que vous compreniez, c'est que quelles que soient les galères que vous traversez, il peut y avoir des alligators, des requins, on peut vous tirer dessus, je m'en fous. Mais une fois que vous aurez posé cette première pierre dans votre CV, et même si vous y avez échoué comme une lamentable crotte, parce que je ne pouvais pas mettre vraiment ma première mission de 15 jours, c'est trop peu pour en faire un truc, tu vois. Je sais même pas si je le mettais dans mon CV, mais c'est ridicule. Je le considérais, c'est comme si j'avais rien fait en fait. C'est comme si j'avais été marcher en forêt, quoi. Ça valait pas mieux. Par contre, là, dans cette truc-là à Dijon, c'était à Quetigny, dans une entreprise qui était dans la météo, dans la géométéo. Voilà, c'est une entreprise qui faisait des logiciels de géométéorologie. Bref, des trucs que j'y comprenais rien, de toute façon. Donc c'était pas évident, mais c'est pas grave. Dans les entreprises, t'es pas obligé de comprendre vraiment à 100% ce qu'ils font, même si c'est un plus. Mais vraiment, il faut que tu sois calé techniquement. Et comme je n'étais pas calé techniquement, quand eux me demandaient des choses, ça sentait bon le parfum d'amateur. En fait, à chaque fois que je rendais un truc, il y avait un gros tampon amateur dessus. Bah pourquoi? Bah parce que t'es là, t'es pas sûr de toi, tu fais les choses, tu tâtonnes. Et eux, ils le voient, ils le ressentent, même si ton travail n'est pas forcément à jeter à la poubelle, mais on voit que t'es lent, on voit que t'es pas opérationnel, etc. Mais bon, ça m'a pas empêché de le faire, cette putain de mission à la con. Et c'est un premier pas, un pas décisif, tout comme l'était ma première incursion dans un collège en tant que larbin technique du réseau informatique. Et bien là, à chaque fois, ce sont des petites pierres que tu mets à l'édifice pour avancer. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est le service militaire que j'ai vécu, et vous voyez comme ça a été dur. Vous voyez comme il a fallu que j'aille jusqu'à Paris faire le pitre dans une formation, dans une chambre de 9 mètres carrés. Il a fallu que je me prenne une dérouillée dans un premier poste. Il a fallu que je revienne en province et que la chance, parce que c'est vraiment un coup de bol, c'est pas facile de trouver du job en province dans la programmation. Même moi, j'étais accroché à mon truc. Et j'ai secoué le bol de la chance. Parce que si tu le secoues pas, il n'y a rien qui en sort, tu vois. Donc il faut provoquer la chance. Et pour tous ceux qui se disent, ouais, mais moi je suis en province, il m'arrivera jamais rien dans ce que je souhaite, détrompe-toi. Il y a toujours une opportunité à la noix qui certes, ça valait pas une grosse boîte parisienne qui aurait pu me projeter sur orbite avec un bon salaire. Là, il n'était ni question de bon salaire, il n'était ni question de choses comme ça. Mais au moins, déjà,
j'étais dans ce que je voulais faire et que, bon, il y avait des difficultés. La plus grosse, c'est que je devais faire les 120 kilomètres par jour pour y aller. Parce que voilà, j'étais chez mes parents et donc c'est quand même assez fatigant de faire 120 kilomètres par jour. Et enfin, plus que ça, je pense que c'était. Parce que moi, j'étais pas du tout à côté de l'autoroute. Le problème, c'est que l'autoroute, il fallait que j'y aille. Donc, une fois que j'étais dessus, il y avait 60 kilomètres, mais il fallait y arriver. Donc, je pense que par jour, tu vois, j'étais dans les 140, 150 kilomètres et j'étais crevé. Chaque jour, j'étais crevé là-bas. Mais c'était pas une excuse. Mon problème là-bas, c'est comme je vous dis, j'ai pas répondu aux attentes, mais ma foi, j'ai quand même pu apprendre certaines choses. Et même si c'est mince, c'est le début. Si tu veux, on commence toujours. C'est comme une maison, j'ai envie de te dire. Dans la vie, tu commences. Regarde, je vais donner un exemple. Tu regardes quelqu'un qui construit une maison, tu le vois faire ses fondations, tu te dis c'est nul. Si, imagine, il s'arrête là, c'est dégueulasse. Imagine, il part, il laisse les fondations de la baraque telles quelles, ça a l'air dégueulasse. Et ben c'est pareil, les premières années de ce que tu voudras faire dans le job que tu voudras faire, ça aura tout l'air d'être les fondations d'une baraque où le mec s'est barré, quoi. Ce sera dégueulasse à voir et à regarder. Mais sans ça, t'as pas la baraque qui viendra par-dessus. Et donc, faut passer par là. Il faut passer par ces gifles. Mais tu sais, c'est des gifles, des fois, je vous dis, j'ai pleuré devant tout le monde dans cette boîte quand ils m'ont jeté avec de la haine. Vous savez, quand tu te retrouves, on vient t'annoncer comme ça devant tout le monde, parce que tu sais, en fait, le chef, il avait un petit bureau comme ça, et en verre, et il était juste à côté de l'open space, donc tout se passait un petit peu comme si tout le monde était un peu dans la même pièce, en fait. Et dans ces ambiances-là, t'as l'impression que le ciel te tombe dessus, mais que tout le monde t'en veut, quoi. Et que personne te donne une chance, en fait. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, ouais, ok, attends, j'ai tué personne, je suis pas un nazi, les gars, oh. Mais non, tac, bim, boum. Sans doute que mon comportement était trop bizarre. Je pense que mon comportement était trop fait d'esbrouf. Il y avait trop d'esbrouf dans mon comportement. En fait, je me suis trahi moi-même. En fait, et c'est ça qui est la bonne leçon aussi. C'est que j'ai trop montré mon manque de confiance. Parce qu'il a fini par transparaître. Mais sur le plan technique, j'étais confiant au niveau personnel, au niveau social. Mais sur le plan technique, je laissais transparaître une certaine panique, en fait. Et ça pardonne pas. Ne laissez jamais transparaître quelconque panique. Parce qu'on peut tous être paniqués à un moment donné, mais voyez votre propre intérêt. Votre intérêt, c'est quoi? Vous en foutez de la vie de la boîte. La vie de la boîte, elle a l'air insolite. Même si vous êtes un élément peu performant, la boîte y survivra. À moins que vous soyez dans un truc où il faut lancer des fusées et qu'à cause de toi, la fusée va tomber. Mais en général, c'est pas ça. Moi, les 15 jours que j'ai passés là, ça les a pas déstabilisés. J'aurais pu rester 6 mois de plus sans détruire la boîte. Ok, j'aurais été un élément plus un fardeau qu'autre chose, mais j'aurais dû rester discret. Un fardeau discret que j'aurais eu être. Ne montrez pas vos faiblesses, etc. Parce que, en fait, votre but, c'est quoi? C'est de durer à cet endroit-là pour capter de l'énergie intellectuelle et de la confiance. Ce que je n'ai pas fait là. J'aurais pu y rester dans cette boîte, même en étant une queue. J'étais une queue technique. Je me rappelle, je vais vous donner un exemple très simple. Ils m'ont dit, voilà des curseurs SQL Server. Et moi, j'y comprenais rien. Donc, il a fallu que je bosse là-dessus. J'y comprenais rien. Donc, forcément, il fallait pas le montrer. Alors, j'ai fait tout pour ne pas le montrer, mais ça s'est vu quand même. Il aurait fallu que j'arrive... En fait, quand tu connais pas un sujet, demande d'aller aux toilettes, prends ton téléphone et va regarder de quoi il s'agit. C'est tout bête, en fait. J'aurais été aux toilettes. Bon, à cette époque-là, j'avais pas de téléphone comme ça, ni Internet. Donc, même pour vous, maintenant, vous pouvez le faire. Là, je suis arrivé là, tu sais, ça a commencé à discuter de curseur SQL, je savais pas ce que c'était. Et eux, ils utilisaient à fond le truc, tu vois. Et donc, du coup, voilà, j'aurais juste... En fait, c'est pas grave de pas connaître un truc, mais c'est l'attitude qui est pas bonne. Donc, mon attitude était pas bonne à ce niveau-là. Donc, voilà. Mais je n'ai pas... En fait, peut-être que je l'ai appris, finalement, que ça s'est incrusté dans mon esprit, de pas trop faire le mec qui se plaint. Et c'est pour ça que j'ai réussi à rester plus longtemps dans la comment dirais-je, dans la place à Dijon, hein, parce que là, cette fois-ci, dans cette grosse boîte quand même d'informatique, c'était comme, enfin, une grosse boîte, ouais, c'était quand même une boîte sérieuse avec des enjeux. On avait des clients un peu partout, des clients à Paris, des clients à Troyes. C'était une boîte nationale, ça causait, tu vois, parce que la géométéorologie, c'est pas quelque chose qui va rester dans le local, tu vois, c'est à diffusion nationale, à impact national. Le mec, il savait de quoi il parlait, le CEO, tu vois, et il galérait, hein. On voyait qu'il galérait à trouver à se batailler, il devait batailler sans cesse avec les clients. En fait, quand tu es patron d'une boîte comme ça, tu laisses de la santé physique. Hein. Tu laisses de la santé physique.
Parce que le mec, on le voyait, était tout le temps en train de s'énerver au téléphone avec les clients, parce que les clients, ils en veulent toujours plus. Tu as signé pour tel truc dans un contrat, et les clients, après, ils te disent oui, mais on veut modifier ci. Ben, on entendait gueuler dans toute la boîte, hein. Donc, ça aussi, c'était une première claque pour moi, c'est de découvrir la réalité de la vie. C'est que là, j'étais vraiment. C'était l'entrepreneur. En fait, c'était l'entrepreneur. On travaillait pour un entrepreneur. C'était pas du tout comme la boîte de camions frigorifiques où je travaillais dans un service informatique. Ce qui est assez merdique. Tu vois, parce que là, t'es déconnecté, en fait. T'es déconnecté de la direction, t'es déconnecté du reste, en fait. En fait, tu vis en vase clos dans le service informatique. Que là, on était quand même au contact du gars qui trouve les clients, c'est le directeur de la boîte, quoi. Et c'est une petite boîte comme ça, où une boîte qui ne fait que ça, alors que dans les camions frigorifiques, leur but, c'est de louer des camions frigorifiques. Donc, tu vois, il y a une décorrélation, que là, j'étais au centre du bourbier, quoi. Tu es au centre du bourbier et tu commences à comprendre les enjeux qu'il y a derrière l'informatique, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, en fait. On se rend pas compte que c'est pas que de la technique, en fait. Les gens, rendez-vous compte d'une chose, quand vous rentrez dans l'informatique, il ne s'agit pas que de technique pure. Et c'est la raison pour laquelle, justement, j'aurais pu perdurer même dans un poste où j'étais faible techniquement, parce que l'aspect politique des choses est important. C'est savoir rentrer dans la politique du service dans lequel tu te trouves, ou dans la boîte dans laquelle tu te trouves. Et ça, ça demande pas forcément un haut degré technique. Parce que la technique, ça s'acquiert. Comme je te l'ai dit, on te parle d'un sujet que tu connais pas, hop, tu peux aller faire des recherches. Tu vois, c'est pas... Tu vois, voilà. Mais, donc, c'est pour vous dire les difficultés, les plus grosses difficultés, faut pas se mentir. Elles ont été au début. Au début, quand tu te retrouves comme ça, voilà. Mais vraiment, il y a eu ensuite un poste encore plus déterminant. Tu vois, faut bien comprendre une chose, c'est que ça monte crescendo. Fort de cette foirage à Dijon, j'accepte un autre foirage qui sera un foirage beaucoup plus long puisque ça durera 1 an et que c'est en CDI en plus à Nancy. Je vais à un entretien comme ça à Nancy, pareil, du Pôle emploi. Tous les postes là, je les ai eus par le Pôle emploi. C'est simple. Donc vous voyez, le Pôle emploi, je vous raconte, ou la NPE à l'époque, je sais plus si ça s'appelait NPE, bref, on s'en fout. Mais à chaque fois, j'ai trouvé mes postes en province avec ça. Donc franchement, respect, chapeau. Et donc, je vais à mon entretien, qui était quand même à 100 km de chez moi. Je me pose devant les deux patrons. Ils me disent quoi? Ah, ta motivation est belle à voir. On te prend en CDI, tout de suite, direct. Parce que les mecs, si tu veux, ils fonctionnent comme ça. En fait, c'est pour te faire comprendre que les mecs, ils y bitaient rien à mon profil. Ils ont même pas fait de test, rien. En fait, ils s'en battaient les couilles de mon niveau technique. C'est un truc de fou, quoi. Alors, c'est pas sérieux. Mais je pense que c'est une attitude qui certainement aurait pu leur porter préjudice s'ils font ça trop à longueur de temps. Il faut quand même, je pense, faire des tests techniques. Mais moi, ils sont arrivés à mon énergie. Ils ont vu que j'avais un peu galéré, tu vois. Ils se sont dit, tiens, il est allé à Paris. Tiens, il a eu un poste à Dijon. Allez hop, on fait signer en CD. Et là, hop, j'intègre cette boîte-là comme développeur C#. Là, on est sur du WinForm, je crois. Même pas du WPF, du WinForm. Et on doit développer une application qui est là pour la tarification des bacs. Vous savez, les mairies, elles vous tarifient les bacs. C'était le bordel, parce qu'en fait, on avait une centaine de clients, et chacun des clients avait un algorithme différent. Et le problème, c'est que nous, on essayait de mutualiser, mais on n'y arrivait pas. Les 100 algos de nos clients étaient tellement différents qu'on n'arrivait pas à les fusionner. Et ce qui fait qu'en fait, on était trop peu nombreux pour répondre aux demandes. Parce que eux, si tu veux, ils modifiaient souvent leur algorithme. Donc quand tu n'es que quelques développeurs et que tu es face à une centaine de clients qui te harcèlent au téléphone parce qu'ils veulent ça, ils veulent ci, ils veulent ça, parce que c'est ce qu'on leur a vendu. Le truc, c'est que le commercial de la boîte, qui est donc un des 3 patrons, ils étaient 3 à être patrons, d'ailleurs ils s'appelaient les 3 Laurent, c'était ça qui était rigolo, les 3 Laurent. Les 3 Laurent, et donc c'est une société qui vendait du service, mais qui vendait ce logiciel. Ils avaient 2 axes en fait. Et ils étaient beaucoup plus bons dans le premier axe, qui était de vendre du service réseau, maintenance. Ils étaient très bons là-dedans, parce qu'il y avait un des 3 qui était fort là-dedans. Un des 3 Laurent qui était fort là-dedans. Par contre, l'autre Laurent qui était responsable de l'informatique, du pôle informatique, il y avait l'autre qui était responsable technique, économique, tu vois, on va dire. Et puis donc un qui est responsable des services machin, et l'autre pour le développement qui était plus commercial en fait. Il savait vendre, il vendait notre logiciel à qui voulait bien l'acheter,
sans penser à la mise en place. Parce qu'après, c'est à nous, avec notre petite équipe de branquignoles, parce qu'en plus, on était une équipe où, niveau technique, on était vraiment faible en plus. C'est qu'on avait moi qui arrivais, qui n'était pas très super bon. Alors, quand je suis arrivé, ils étaient en train de licencier l'espèce de boulet de la boîte. Parce qu'en fait, il y avait un boulet de la boîte, il faisait n'importe quoi. En fait, c'est-à-dire qu'il codait, il savait même pas nommer ses variables correctement, il faisait tout pour qu'on comprenne pas son code. Et surtout, il faisait des trucs qui étaient complètement insensés. Je vous donne un exemple. Au démarrage de l'application, il faisait un select de toutes les données, sans qu'on lui ait rien demandé. Faut jamais faire ça, tu vois. Parce que après, quand on s'est retrouvé avec un gros client, eh ben, on a téléchargé toute la base au démarrage comme des couillons. Ça n'allait pas. Ça marchait pour les petits clients, ce qu'il a fait là, mais sans réfléchir que le jour où tu te retrouves avec une grosse base de données, tu vas pas la lire dès le départ, faut vraiment être con. Bah, que des trucs à la con. En fait, c'était un mec qui sortait de l'école et qui était très imbu de sa personne. Il pensait être l'homme le plus... En fait, tu discutais à la pause avec lui, il savait tout. Il savait tout sur l'Amérique, il savait tout sur l'Angleterre, il sait tout sur l'informatique, il sait tout sur tout. Et ça m'a vraiment mis une claque au cerveau, parce que de voir que quand tu es dans une attitude comme ça, on se sépare de toi, et ben c'était le plus bel exemple de vous montrer qu'il faut surtout pas croire qu'on sait tout. Parce que lui, c'était l'archétype du gars qui pensait, il s'appelait Sylvain, et il savait tout. Tout sur tout, sauf qu'il ne savait rien en fait. Il te donnait l'impression d'avoir beaucoup de tchatch. Tu vois, des fois, il te disait, ouais, là, je suis en train d'évaluer l'objet de machin. Alors, il t'embrouillait dans des termes. Il avait du vocabulaire, mais il ne savait pas ce qu'il y avait derrière ce vocabulaire. Il manipulait du vocabulaire pour t'en mettre plein la figure. Sauf qu'au bout des 3 ans, ils sont séparés de lui. Mais sauf que nous, on a hérité de son bousin. On avait réussi à se débarrasser de ce gars-là qui était vraiment un mec superflu dans la boîte et qui en plus était chiant dans les pauses, nous saoulait dans les pauses parce qu'il faisait que de parler et de raconter sa science, mais aussi parce qu'on était obligé de manipuler son code de merde. Et on ne pouvait pas tout changer, c'est pas possible. Tu sais, quand tu es dans une boîte et que ça fait des années et des années qu'un logiciel, il est, voilà, 3-4 ans que le logiciel est en train de se faire, tu vas pas décider du jour au lendemain de dire je vais refaire 4 ans de développement en une semaine. Non, tu es obligé de vivre avec. Alors après, ce que tu peux entreprendre de faire, c'est de le refaire brique par brique. Mais honnêtement, c'était difficile. Mais faisable, sur un grand laps de temps. Un logiciel, tu peux toujours le sauver. Il faut voir à quel point tu es motivé pour mettre de l'argent, c'est tout. Parce qu'après, il va falloir des moyens énormes pour refaire tout ça. Parce que là, si tu veux, c'est quand même le travail d'une équipe qui a été fait pendant des années, mais basée sur une mauvaise architecture. Donc si tu veux repartir sur une architecture propre, entre guillemets, en te basant sur ce que tu as appris, il va falloir tout refaire. En fait, c'est tout refaire depuis A. Et ça, c'est dangereux, parce que tu as des clients derrière. Donc voilà dans quelle merde j'ai... Donc pour vous dire, c'était l'expérience sans doute la plus intense de mon pas la plus intense. Enfin, j'ai eu deux dans ma vie, j'ai eu deux, mais une qui est plus tard, après mon bac plus 4, donc c'est pour ça qu'on va pas en parler aujourd'hui, mais j'en parlerai certainement dans d'autres podcasts. Mais dans cette période-là des 8 ans, entre les deux AFPA que j'ai fait, entre le bac plus 2 et le bac plus 4, effectivement, ça a été d'une extrême intensité. Parce qu'on était tout le temps dans la peur, et souvent j'étais confronté à la clientèle. Moi, on me faisait répondre directement au client. En tant que développeur, c'est pas évident, parce que tu sais pas quoi dire au client. En fait, ta boîte, elle marche mal, mais tu peux pas dire ça au client, dire écoutez, on a viré un con qui a fait que de la merde. Moi, en plus, j'ai pas un niveau technique faramineux, donc en fait, il aurait fallu... Moi, si vous voulez, le problème aussi, c'est que je savais coder, mais de manière, comment on appelle ça, presque, on va dire, du code séquentiel. Je savais faire, j'étais bon en code séquentiel. C'est-à-dire, tu pars d'un point A et tu arrives à un point B, mais encapsulé dans la même fonction. J'avais pas cette vision multi-classe, tu vois, c'est beaucoup plus complexe. La vision multi-classe, héritage, moi j'avais pas tout ça. J'avais la vision de, tu pars d'un point A, tu fais des boucles et tout ça, donc le minimum. Et avec ça, c'est dur de répondre à des problématiques de clients qui, eux, t'appellent. Eux, ils ont des millions En fait, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont facturés grâce à notre logiciel, quand même. Donc, c'est un logiciel à fort enjeu. Tu te retrouves là comme un con de débutant que tu es, puisqu'on peut dire, c'est pas parce que j'ai fait le kéké dans 2 postes auparavant que je suis bon. Non, ça m'a permis d'accéder à une base de compréhension de la logique, mais séquentielle.
C'est-à-dire que tu arrives à l'entrée de ta fonction avec des paramètres et tu arrives à sortir d'autres paramètres. Mais c'est tout. Tu ne seras pas capable d'architecturer un truc avec tu vois, des modules, des machins. Et c'est comme ça qu'il aurait fallu faire. Et même les pros de la boîte, les mecs qui étaient bons, n'y arrivaient pas. Les mecs qui étaient là, tu vois, il y avait un Olivier qui avait quand même un bagage technique, qui était responsable. Il a été propulsé de dev à responsable, mais il n'a pas fait mieux en tant que responsable que quand il était dev, hein. C'est pour ça qu'après, il s'est fait un peu chier dessus et que tout le monde se foutait un peu de sa gueule. Parce qu'il y avait des tensions. Parce qu'après, dans les réunions, en fait, c'est le genre de boîte où il y a des grosses tensions dans les réunions. Pourquoi? Parce que, tu sais, le bateau prend l'eau. C'est bien beau d'avoir des clients, mais si t'arrives pas, s'ils t'appellent tout le temps mécontent et ils te harcèlent, les clients, ils te lâcheront pas. Les clients, ils ont acheté. En fait, les logiciels qu'on vendait, ils valaient dans les 20 000 balles. Et les mairies, elles achetaient donc ces logiciels pour facturer, vous savez, les bacs jaunes, les bacs verts, les machins. Tu vois, c'est les levées, les trucs. Et c'est compliqué parce que chacun a sa méthode de tarification. Mais il y a de l'argent en jeu. Et comme moi, il y a un client qui m'appelait au téléphone et qui me dit là, j'ai un trou dans ma trésorerie à cause du logiciel de temps. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Et toi, tu es là, tu sais, t'es comme dans les dessins animés, tu as une goutte de sueur qui commence à perler sur ton front parce que tes patrons, ils sont tellement déconnectés de ce qui se passe dans le service que tu pourrais même pas leur expliquer. Le problème, ils sont déconnectés parce qu'ils savent pas ce que c'est que le métier. Pourquoi? Parce que tu en as deux, c'était pas le leur, et puis le troisième qui était censé être son métier, visiblement, il ne le connaissait pas, son métier. C'est-à-dire qu'il était bon juste avant de la solution. Il a bricolé un peu dans le passé, parce que c'est lui, en fait, c'est lui qui avait prototypé la première version. Mais c'est tout. En plus, il avait choisi. Alors attends, je vous dis des conneries, c'était pas du C#, me semble-t-il. Il me semble que c'était du VB. Ah, je sais plus. Je crois que c'était. Ouais, il me semble que c'est du VBNet. Hein. Ah, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, ils avaient architecturé ça, tout ça, mais ça volait pas haut. Au niveau technique, il n'y avait pas de référent technique. Ce qui nous sauvait, il n'y a qu'un seul truc qui nous sauvait, c'est on avait un responsable d'équipe commerciale en dessous du Laurent qui était fort. Parce qu'il en fait, il avait travaillé à l'armée, je crois, et que ça. Donc c'était un mec qui avait une certaine. Il arrivait à imposer une certaine truc quand il parlait aux clients. Il arrivait presque à les embobiner, mais tu vois, par le sérieux, dans la manière dont il parlait, il arrivait à nous couvrir un minimum. Là où c'est devenu problématique, les petits amis, c'est quand lui est parti. Quand Yves est parti. Tu sais, Yves, c'était un grand sifflet d'1,90 m, tout fin. Et il avait une manière de s'exprimer, tu vois. En fait, tu sais, tu as l'impression que c'était un mec hyper sérieux, tu vois, parce que tu vois, il avait ce sérieux que tu peux rencontrer chez des généraux de l'armée ou je sais pas quoi, tu vois. Le mec, tu sens qu'il ment pas et qu'il est droit, mais dur avec les faits, en fait. Tu vois, il va être dur avec les faits. On a dit, tu sais, quand il dira au client, écoutez, on avait dit telle date, ce sera telle date. Tu vois, donc il arrivait à canaliser. Mais le problème, c'est quand il est parti. Quand il est parti, il n'y a plus personne qui voulait jouer ce rôle. Et là, c'est là que ça a commencé à partir en couille. C'est là qu'on a commencé tous à prendre des appels. Avant, c'est lui qui prenait les appels. Mais quand il est parti, eh ben, on s'est tous retrouvés à prendre des appels parce que plus personne. Enfin, il y avait plus de personnes. Alors après, ce qui était bien, c'est qu'on a mis en place un support. Mais ça a été laborieux, il est venu tard en fait. Il aurait fallu que dès le départ, on mette en place un support parce qu'en fait, à chaque fois, chaque semaine, il y avait 2 devs qui étaient chargés du support. Et c'est bien parce que tu vois, pour les devs, ça leur faisait une petite changement. Tu vois, ah tiens, cette semaine, je suis de support. Alors c'est pas drôle de déplier les tickets, c'est pas drôle. Mais au moins, si tu veux, au moins la haine était canalisée à l'intérieur du système de tickets. Le fait qu'il n'y avait pas un système de tickets avant, déjà, ça montre le degré de bêtise. Parce que pendant des mois et des mois, ça nous a porté préjudice. Mais tout ça, ça apprend beaucoup. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que de se retrouver pour moi dans ce taf qui était vraiment difficile parce que des gros problèmes, parce que si, parce que ça, à tel point qu'à la fin, de toute façon, je suis parti avec Jérôme, qui était un plus vieux. On a réussi à partir tous les deux en rupture conventionnelle parce que lui, il était moitié déprimé. Faut voir ce qu'il y faisait. Moi, j'aurais pu croire que tout était de ma faute si je voyais pas ce qu'il faisait à ce gars-là qui était bon et qui était depuis longtemps dans la boîte. Jérôme, c'était un gars tranquille, mais ça faisait longtemps qu'il était là, mais en fait, il donnait des missions impossibles, tu vois. Et je le voyais, il travaillait du matin au soir. Il travaillait du matin au soir, mais il galérait à tel point qu'à la fin, il en avait plein le cul. Et il n'y avait plus moyen de s'entendre. Et moi, j'ai bénéficié un peu de cette ambiance-là. J'ai pété un peu un plomb juste après lui, quelque part. Parce que moi aussi, j'ai pété les fusibles, et on s'est retrouvés les deux à partir en même temps. Et finalement, c'était une bonne chose parce que j'ai pu énormément apprendre, mais à un moment donné, ça devenait toxique en fait. C'est qu'à un moment donné, tu n'apprends plus. Bah, tu te barres dans ces cas-là. En fait, dans la vie, il faut voir son intérêt.
Et c'est comme ça, c'est capitaliste, vous allez me dire. Ouais, mais en fait, la boîte, t'es pas là pour les servir à vitam aeternam. Tant que ça sert tes intérêts, tu sers la boîte. Mais le jour où servir la boîte te coûte, soit dans ta santé mentale, soit dans ta santé physique, ou soit dans ta motivation et ton intérêt pour le poste, à partir de ce moment-là, essaye de partir le mieux du monde. Parce que si tu démissionnes, il faut le faire pour un poste. Mais quand tu pars avec une rupture conventionnelle, c'est tout bénéf pour toi. Tu es au chômage. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te reconstruire. Puis il y a un truc qu'on dit assez peu, mais il y a certains métiers où si tu quittes un poste, tu peux en reprendre un le lundi d'après. Toi, il n'y a pas besoin de coupure parce que toi, c'est. Voilà. Mais il y a certains postes où tu as besoin de te reconstruire. Et toi, c'est typiquement le genre de truc où toi, tu peux pas enchaîner direct sur un autre truc, tu vois. Parce que toi, t'es démonté. Parce que tu sais, c'était une pression énorme. Moi, je développais des fois avec le téléphone au client à l'oreille. Tu étais là, tu es en train de parler au client et tu es presque en train de développer en même temps, tellement c'est la pression, tu vois. Mais ça, c'est pas normal. Normalement, le développeur, il a jamais à développer sous pression. Et là, justement, on n'avait pas un guide spirituel technique qui permettait de nous guider. Donc, on faisait tous n'importe quoi, on développait tous n'importe comment. Et moi, je leur ai laissé du code, ce que j'appelle, c'est de la dynamie. Je leur ai laissé. C'est-à-dire que quand ils vont le découvrir, le code que j'ai fait, parce que dès qu'il va bugger, ils vont devoir aller regarder dedans, c'est imbitable, ingérable, c'est nul. C'est nul, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de commentaire, et parce que je me suis basé sur ce que la cliente m'a dit, mais la cliente était même pas sûre de ce qu'elle voulait. Tu sais, ma cliente, elle voulait des calculs super complexes avec, oui, tous les 6 mois, il faut que ça reprenne les utilisateurs qui n'ont pas redonné le bac, tu sais, des trucs de fou. Tu sais, mais tu es obligé de dire, tu peux pas dire au client, écoutez, c'est nul, parce que c'est trop compliqué, faites un truc simple, et comme moi, comme ça, j'aurai un truc simple à programmer. Non, la cliente au téléphone, parce que bon, souvent, c'était des clientes, c'était souvent des agentes de mairie qui s'occupaient de ça. Et ces personnes-là étaient très gentilles, hein, mais elles étaient excédées. Excédées parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi on leur vendait un truc qui, soi-disant, est du sur-mesure. Mais le problème du sur-mesure, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour dire stop. Tu vois. Et il n'y avait pas ce frein-là, en fait. Il y a des trucs, il faut dire non. Là. Non, on ne va pas vous programmer ce truc-là parce que ça ne va pas dans le bon sens. Mais le client sait ce qu'il veut. Et toi, tu sais que ça va mener des problèmes. Parce qu'en fait, quand tu fais des algorithmes qui sont trop compliqués, des algorithmes métiers comme ça, et qui sont liés à de la tarification, mais après, tu te retrouves avec des problèmes de trésorerie, mon ami. C'est pas de la rigolade. Là, on n'est pas en train de parler de Windows 95 qui n'arrivait plus à démarrer parce que j'avais mis Blade Runner. On est en train de discutailler de... T'as le maire au téléphone qui t'appelle. Moi, ça m'est arrivé, t'as le maire qui t'appelle. Dis, mais c'est quoi mon trou là dans la trésorerie à cause de votre putain de logiciel? Oui, mais si à la base, vous n'aviez pas fait demander une algorithmie ultra complexe, on se serait pas retrouvé avec des effets de bord. C'est des trucs à dormir debout parce que eux, ça leur plaît. Dans leur petite réunion, on dit tiens, on va faire une tarification super complète. Mais non, ce qu'il faudrait faire, c'est le plus simple possible. C'est-à-dire que tu prends 1er janvier, 31 décembre, tant de jours multiplié par présence de là, et voilà. Mais non, eux, ils voulaient des trucs avec des proratisations, des bidules, familles nombreuses, pas nombreuses, taille du bac. Tu sais, tu partais dans des délires. Mais comment veux-tu pas obtenir des bugs à la fin? Et moi, tellement... J'étais déprimé, je croyais que c'était de ma faute tout ça. J'ai mis du temps avant de comprendre que si tu es dans un management toxique, si tu es dans un projet toxique en informatique, ça n'est pas de ta faute. En même temps, ça a été très formateur pour moi. Parce que à partir de là, effectivement, d'évoluer dans un terrain aussi miné, même si c'est douloureux, même si toi, t'es pas fort techniquement, tu le deviens par la force des choses. Et tu apprends énormément parce que tu vois, l'intensité, c'est comme une espèce d'aide à la mémorisation. Tu vois, je vais donner un exemple. Si tu es chez toi et tu vas aller essayer de maîtriser des choses en regardant YouTube, tu vois, en téléchargeant des PDF, etc., tu n'auras pas une énorme pression sur les épaules, ce qui fait que tu auras tendance à faire une chose. C'est que quand tu vas te retrouver confronté à un problème technique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de le contourner plutôt que de le résoudre. Mais quand tu es sous pression et que tu n'as pas le choix et que tu es dans une boîte qui va mal et que tu vas devoir mettre les mains dans le cambouis, tu vas devoir essayer de trouver une manière de te comporter. Moi, la bonne femme, quand elle m'a dit « Ouais, je veux un truc super compliqué », je lui ai développé un truc super compliqué parce que j'avais pas le choix. Et donc, du coup, ça m'a poussé dans mes retranchements. J'ai développé un algo séquentiel ultra complexe et je t'assure que le développeur qui passera derrière moi va vouloir me tuer. Il voudra me tuer. Et ça, c'est garanti sur facture.
Et c'est comme ça la vie. Mais je vous dis ça, c'est parce qu'un jour, vous tomberez sur du code comme ça. Et il ne faudra pas détester le mec qui était avant vous, parce que vous ne savez pas comment et dans quelles conditions on lui a demandé de faire ça. Mais ça te fait avancer sur le plan mental. Parce que jamais, devant une vidéo YouTube d'un gars qui fait un tuto, je vais m'infliger de telles horreurs. Et puis jamais un mec sur YouTube ne vous demandera de créer un algo si compliqué. C'était un algo de fou qui prenait en compte les déménagements, pas dans la commune, machin, bidule. Alors que là, on est là pour tarifer des bacs. Normalement, tu as un bac vert, un bac jaune, et normalement, tu les multiplies par le temps de présence de la personne. Mais les mecs, ils voulaient se masturber l'esprit dans ces communautés de communes, etc. Et ils voulaient à tout prix... tu vois, et toi, tu te retrouves comme un con à part. Parce que si on avait été bien organisé, c'était pas grave. Parce qu'on aurait eu un responsable de développement qui aurait pris en frontal tous les clients, un peu comme le faisait Yves d'ailleurs. Mais le problème, c'est que Yves aussi, il laissait passer de la merde, il pouvait pas faire autrement. Mais c'était bien tant qu'il était là. Mais à un moment donné, il a dit écoutez, les gars, j'en ai marre de prendre la merde, et il s'est cassé. C'est ça aussi le problème, c'est que des mecs. En fait, c'était un paratonnerre, le Yves. Et après, il y a une super boîte de la région, je crois qu'il était dans la réalité virtuelle. Il a dit ah tiens, super, ça me passionne, je suis intéressé. Hop, il a bougé. Il n'allait pas rester à faire le paratonnerre comme ça. Il était chef technique, c'est-à-dire qu'il prenait tous les appels clients pour les demandes d'amélioration, tu vois, les trucs vraiment, tu vois, les trucs aussi d'algorithmie, tout ça, tu vois, les trucs, tu vois. Et sans un gars comme ça, c'est compliqué. Et moi, je me suis retrouvé comme ça. Donc pendant plusieurs mois. Et tes patrons, ils comprennent rien à tout ce qui t'arrive parce que pour eux, c'est de ta faute. Pour eux, tu es un mauvais technicien. Alors que ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois mauvais toi, c'est qu'on te met dans une position où tu ne peux que être mauvais. Et c'est rare les emplois comme ça où il y a une telle pression parce que il y en a. Mais quand il s'agit de développer, ça m'a appris à développer sous la pression. Tu vois, ça c'est intéressant. Parce que développer sous la pression, c'est une compétence que tu garderas toute ta vie. Après, tu n'auras plus jamais peur de rien quand tu auras fait ce genre de choses. Parce que avant, moi, j'étais un peu heureux avant ça. Avant ça, j'étais un peu heureux, tu vois, mais après, moi, il n'y a plus rien qui me fait peur, en fait. Il n'y a plus rien qui me fait peur. Tu vois, tu me dis, tiens, demain, tu vas développer le logiciel qui va permettre à Elon Musk de lancer sa fusée et te foire pas, gamin. Te foire pas parce que sinon la fusée elle va tomber et tu iras en prison ou bien tu paieras des millions de dollars. Je vous jure que je la prends la mission parce que je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien parce qu'en fait, si on me demande quel que soit le programme, je saurais le faire quelle que soit la politique autour, soit de management, soit de tout ce que tu voudras. Et ça, c'est une compétence que vous allez acquérir dans des missions merdiques. Alors, peut-on souhaiter d'avoir des missions merdiques? Je vais vous dire que oui et non. Parce que, après, il faut voir si vous êtes capable d'endurer. Parce que si vous êtes dans un moment de votre vie où vous allez mal, vous risquez de partir en dépression. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé un peu pour moi et Jérôme. On était deux à partir en même temps, donc c'était pas dans ma tête. Le mauvais management, je pouvais pas dire, ouais, c'est moi qui n'allais pas avec la boîte. On était deux à se plaindre de la boîte et des mêmes raisons. Et et on est parti à peu près de la même manière. Et on était tous les deux un peu désensibles aussi. On avait ce point commun d'être... on trouvait ça injuste, la manière dont on est traité face aux problématiques qu'on devait relever. Et la charge de travail était un peu dingue parce que on devait s'occuper de plusieurs clients. Moi, je devais m'occuper de plusieurs clients, de plusieurs algorithmes différents. Et ça devenait... Et plus le temps passait, plus il y avait de nouveaux clients. Donc tu vois bien qu'à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas dans le raisonnement. Tu vois, tu sais, c'est comme foncer dans... C'est comme le mur de la dette en France. Tu vois, la France, elle s'endette. On a l'impression qu'il n'y a pas de fin, en fait. On rajoute 1000 milliards. Dans 2 ans, il y aura encore 1000 milliards de dettes. Et on rajoute, et on rajoute. Et tu sais, ça me faisait penser un peu à ça, c'est on rajoute du client, mais tu rajoutes de la dette technique à chaque fois. Puisque tu n'as pas cadré la manière dont tu vends ton algo. Ok, tu vends de l'algo pseudo-personnalisé, mais l'important qui était à faire pour les commerciaux était de cadrer le degré de complexité. Et ils n'ont pas su faire ça. Ils n'ont pas su dire, écoutez, il y a un degré de personnalisation de votre algorithme qui est toléré, mais pas les autres. Mais vous savez quoi? Pour accepter des clients à tout prix, eh bien, ils s'asseyaient sur ce degré de complexité qu'ils auraient dû imposer dans les contrats. Si tu vends à 100 clients 100 logiciels différents, c'est quand même pas la même chose que de vendre à 100 clients le même truc. Parce que normalement, c'est ce qu'on fait en informatique. Normalement, c'est ce qu'on fait, c'est de vendre le même truc à 100 personnes. Et là, ils n'avaient pas compris ça. Parce qu'ils se retrouvaient
par la force des choses, à vendre sans... Parce qu'après, tu as que la carrosserie qui était la même. Ouais, tu as l'interface graphique, mais on s'en fout. L'IHM, moi, si tu veux, je te fais une nouvelle IHM tous les matins, c'est rien. Ce qui est important, c'est l'algorithme de tarification qui était vendu à ces gens-là. Parce que non seulement on leur offrait de la personnalisation dans les données, dans les trucs comme ça, mais aussi dans la méthode de calcul. Mais si tu additionnes les degrés de complexité, tu t'envoies des missiles dans ton support à l'avenir. C'est ton support client qui prendra des missiles dans l'avenir parce que chacun voudra retourner les bugs qu'il a vécu, chacun voudra personnaliser à sa sauce parce que c'est ce qu'on lui a vendu et tu pourras pas dire non. Et sauf que ça marche pas comme ça dans l'informatique, mais eux, ils ont voulu la jouer comme quand on vend du service. Vous savez, quand on vend du service réseau, des machines, du temps serveur, des trucs comme ça, on a une obligation de résultat en temps d'heure. En temps d'heure, on doit intervenir. Et eux, ils pensaient qu'en développement, il suffisait d'appliquer la même méthodologie, de dire, OK, si on a des bugs et qu'on répond dans les 48 heures, il n'y a pas de problème. Mais sauf que c'est pas vrai. C'est pas parce que tu réponds rapidement à des clients mécontents que ça les rend moins mécontents. Parce que en fait, ils t'appellent et que tu réponds vite, mais ça suffit pas, il faut répondre bien après. Et ça, il n'avait même pas capté. Vous vous rendez à quel point la bêtise peut aveugler des dirigeants d'entreprise. Pourquoi aveugler par l'argent? Eux, ce qui compte, c'est le bilan annuel et tout. Et ils s'en foutent de ton bien-être. Parce qu'en fait, à créer des services de gens à qui on vous dit OK, vous êtes un service de dev, démerdez-vous. Nous, on s'en fout, démerdez-vous. On va vous mettre plein la merde et démerdez-vous. C'est votre job. Sans se dire que ça, c'est la meilleure manière de perdre des développeurs, parce que je peux vous assurer que les développeurs, il n'y a pas que nous deux qui sont partis. Il y en a d'autres par la suite. Donc, c'est tout le temps le même truc. C'est que mauvais management, mauvais vente à tout va, dépression, burn-out. Et ça, vous allez le rencontrer partout. Et c'est pour ça que moi, j'en ai pris le meilleur. Et après, j'ai toujours essayé de veiller à ne pas tomber dans la sinistrose du mauvais management. À chaque fois que par la suite, je suis retombé sur du mauvais management, j'ai essayé de m'écarter moralement en me disant ça ne me concerne plus, les amis. Moi, ce qui me concerne, c'est quand les choses peuvent se faire et se dérouler correctement. Quand ça commence à être de la bêtise humaine capitaliste, un peu la même qui a dû être rencontrée par les gens chez France Télécom à une époque qui sautaient par la fenêtre, tellement le management était pourri, c'est parce qu'ils n'auraient pas dû accepter de rentrer dans le jeu de la bêtise. Une fois que tu commences à rentrer dans le jeu, parce qu'ils peuvent vous emmener loin, c'est mensonge sur mensonge. Tu vas aller vouloir te plaindre, on va te mentir, on va faire croire que c'est toi le mauvais élément. Tiens, contrat de rupture, casse-toi, on veut plus de toi. Ils n'avaient même pas compris que j'étais un bon élément qui suffisait de bien cadrer. Non, pour eux, il suffisait de me remplacer. Donc, en fait, ils ont peut-être, petit à petit, ils s'en sont peut-être sortis, en réarchitecturant un nouveau service avec des meilleures personnes, mais encadrantes. Parce qu'en vérité, si j'avais été bien encadré, ils n'avaient pas besoin de se séparer de moi. Mais ça, ils ne se rendaient pas compte. C'est-à-dire que je manquais d'encadrement. Et pour un débutant, c'est la pire des choses. Mais c'est ça qui m'a forgé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas m'arriver pire. C'est-à-dire que normalement, le scénario idéal, pour moi, c'était quoi? C'est de tomber dans une boîte où on allait me faire petit à petit évoluer en prenant en compte que je devais démarrer de bas et qu'il fallait me faire remplir des défis de plus en plus grands et comprendre que j'avais besoin d'être strictement encadré et pas simplement de loin. Et ben, à la place de ça, j'ai eu tout à fait le contraire. La pire des choses pour ma première vraie mission, parce qu'on peut considérer que celle qui avait eu lieu auparavant, les deux avant, étaient plus de la découverte du milieu du métier. Mais là, j'ai commencé vraiment à faire le métier. Ok, j'étais débutant, mais on me demandait quand même de rendre des choses qui étaient des choses pour les clients et que les clients utilisaient. Donc, je commençais à devenir réel. Alors que, quand j'étais dans mes 2 premiers postes, j'ai plutôt participé à des prototypages de nouveaux trucs. Tu sais, on m'a donné des tâches annexes, en fait, qui n'étaient pas du direct clientèle. Tu vois, par exemple, à Dijon, on m'avait demandé de faire un prototype de logiciel pour proposer un gestionnaire pour tu vois, les fourreaux de fibre optique. Tu vois, pour que les mecs ils puissent louer de la fibre optique dans les quartiers. Donc j'avais fait un petit prototype parce que tu vois, ça touche à la géolocalisation, à la géographie, tout ça, urbaine, tu vois, à l'urbanisation, tout ça. Donc j'avais fait, mais c'était juste un prototype. Donc les clients l'ont pas certainement même pas vu en tel quel. Peut-être qu'il a été repris par quelqu'un d'autre entre temps. Bref, que là c'était vraiment ma première mission où je rendais du travail pour un client qui paye. Donc là c'est le monde réel. Et je trouve que
Bah, pour ce genre de truc, j'aurais pu tomber bien mieux, avec un truc beaucoup plus structuré, parce que malheureusement, Yves est parti assez vite. Alors, et même quand il était là, c'était la merde, hein. Mais il avait quand même un rôle de paratonnerre. Une fois que c'est parti, on a recréé par la suite le support. Il y a eu un trou entre le départ de Yves et la création d'un support. Parce qu'avant, c'était Yves le support. Mais... Donc du coup, c'est un peu tous les développeurs qui prenaient au téléphone les clients pendant ce laps de temps. Mais on n'était pas Yves, on n'avait pas ses qualités. Et puis surtout, on n'avait pas à faire ça. Mais j'ai envie de vous dire que ce qui était le pire qui pouvait m'arriver, bah, fut le mieux. Parce que quand vous ressortez d'une expérience comme celle-là, vous apprenez énormément sur vous-même, sur la technique, mais sur plein de choses en fait. Vous êtes confronté à des choses qui vous font suer du cul. Moi, je vous garantis que quand la secrétaire disait « Oh, man, il y a le client qui t'attend au téléphone, là, prends-le », parce qu'on avait le téléphone à côté du bureau, tu vois, à côté de l'ordi. Là, je commençais à suer du cul, en fait. J'avais les foiles. Toi, c'est ce genre de truc qui est bon dans la vie. C'est de te confronter à des trucs qui te foutent les foiles. T'as les foiles, t'as le client qui est là. Et toi, tu te dis, merde, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Ça marche pas comme on veut. Je connais pas tout, je sais pas tout. Parce que moi, pour moi, dans ma tête, il suffisait de connaître certains secrets pour s'en sortir. Alors que là, avec le recul, je m'aperçois qu'il n'y avait aucun secret. Il n'y avait pas de secret. Tu vois, je pensais à cette époque-là naïvement que si j'avais un meilleur niveau technique, peut-être que j'aurais trouvé une esbrouffe, tu vois, de trouver une architecture avec des interfaces, des machins, pour me sauver de la complexité. Mais à un moment donné, tu peux pas te sauver de la complexité, même avec un bon degré tu vois, de connaissance en PO, c'est-à-dire la programmation objet. Même avec ça, t'es pas sorti de l'auberge. Donc voilà, voilà, je pense que je vous ai fait part de comment, et encore, il y en a eu d'autres, hein, des difficultés, mais je ne peux pas non plus parler que de ça tout le temps. J'ai envie de parler d'IA sur ce podcast, sur cette chaîne, j'ai envie de parler d'autres sujets, j'ai envie de parler de plein de trucs, donc je peux pas. Et puis là, le podcast est déjà à une durée folle. Je ne sais pas si les gens... mettez-moi un commentaire. Pour ceux qui ont vu qui ont écouté jusqu'à maintenant, mettez-moi un commentaire. Ouais, je l'ai lu en entier, parce que moi, j'ai envie de savoir ce que certaines... au moins une personne a kiffé mon travail. Je m'en fous. Moi, je suis pas là pour faire des vues ni pour vendre quoi que ce soit pour l'instant. Moi, je suis là pour me faire plaisir avant tout et vous délivrer de la valeur. Je vous délivre de la valeur, mais je ne sais pas si la valeur est trop longue en termes de temps. Parce que des fois, les gens peuvent décrocher. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour délivrer un maximum d'informations, malheureusement dans un temps qui est quand même assez long. Là, on est à 1h37. Mais ça m'a fait plaisir. Et puis, voilà. Donc, voilà, je peux dire que voilà, on a terminé sur cette affreuse expérience professionnelle qui a été la plus formatrice de ma vie et qui fait l'homme que je suis aujourd'hui et le développeur que je suis aujourd'hui. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie et à bientôt pour de nouvelles aventures.